Salut à tous et bienvenue dans Hustle and Host. Hustle and Host qui est un podcast dédié à la location courte durée, aussi appelé Airbnb. Et aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Clémence, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors bonjour Raphaël et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce podcast. Donc effectivement, moi je m'appelle Clémence, je suis investisseuse en immobilier depuis 2020, mais également investisseuse en crypto-monnaie aussi depuis la même période. Et du coup, j'ai affronté des hauts et des bas, autant dans l'immobilier que dans la crypto-monnaie. Et du coup, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Écoute, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Donc, dis-nous un petit peu ton parcours en IMO et en crypto. Ouais. Alors moi, en fait, j'ai toujours voulu investir en immobilier, mais depuis très très jeune, parce que je comprenais pas qu'on loue un appartement. En fait, moi, je savais pas qu'on pouvait avoir des aides pour louer. Enfin, je pense qu'il y a peut-être qu'en France où tu arrives à avoir des aides pour louer. Tu vois. Donc pour moi, c'était logique que si je dépensais de l'argent dans un loyer, autant que cet argent, en fait, si ma mensualité, elle était équivalente à mon loyer, autant que j'achète. À la base, moi, je partais du principe d'acheter une résidence principale. Je n'étais pas dans le mode de faire du locatif, etc. Mais du coup, je me disais, si je m'achète mon appartement ou si je m'achète ma maison, autant, si les mensualités sont à peu près équivalentes, autant que j'achète une maison ou un appartement pour moi. Et au final, ces mensualités que je vais payer au cours des années, je les récupérerai au moment de la vente. Donc pour moi, déjà, c'était logique que je voulais investir en immobilier. Et en fait, je me suis rendu compte, après, au fur et à mesure des années, que je voulais pas vivre en Île-de-France. Parce que moi, de base, je vivais ici. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais acheter dans le sud. Parce que je veux vivre... Ton premier bien, il n'est pas en Île-de-France, il est dans le sud. J'ai aucun bien en Île-de-France. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller vivre dans le sud. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait. Il y avait, Marseille, qui était intéressant au niveau des prix, et Montpellier. Parce que du coup, je m'étais dit quand même, je veux être dans une grande ville pour être sûr de pouvoir louer mon bien. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, je vais acheter pour moi, mais le temps que moi, je fasse mon transfert dans le sud, je vais mettre à louer un étudiant, un truc comme ça, et puis le jour où je prends mon envol et que je quitte la région parisienne, effectivement, je récupérais mon logement plus facilement. Donc, pour moi, c'était soit Marseille, soit Montpellier, et j'avais l'objectif d'acheter un petit appartement, soit un studio, soit un T2, louer un étudiant en attendant de faire mon transfert, quoi. J'ai visité des appartements à Marseille, j'ai pas du tout aimé. T'as pas aimé? J'ai pas du tout aimé. En fait, il y avait des tarifs très intéressants à Marseille, mais en fait, c'est pas du tout dans des quartiers où moi, je me voyais y vivre. Donc, comme à la base, c'était pour moi, en fait, je me suis dit non, mais pas du tout. Parce qu'en fait, à Marseille, pour moi, tu as 3 arrondissements qui sont vraiment bien. Mais en fait, ces 3 arrondissements, le prix de l'immobilier au mètre carré, il a explosé, quoi. C'était pas rentable. Donc, du coup, je me suis dit non, Marseille, c'est mort. Donc, après, je suis partie à Montpellier. Je me suis dit, en plus, Montpellier, c'est l'une des villes les plus étudiantes de France. Donc, je me vois plus m'installer et vivre à Montpellier. Donc, je commence à faire des visites à Montpellier. Je me dis, OK, ça correspond déjà un peu plus à ce que je recherche, etc. Mais en fait, j'avais aucune connaissance en immobilier. Moi, je partais vraiment de zéro. Et à la base, je partais pour acheter ma résidence principale. Et donc, tu t'étais formée déjà ou Non, je m'étais pas du tout formée. À l'aide de tes connaissances? J'en avais pas, tu vois. Pour être honnête, je m'étais juste dit, moi, je veux vivre au bord de la mer, dans le sud, au soleil, et je veux acheter un appartement pour moi. Donc, je regardais les prix des appartements. Moi, j'ai un parcours de comptable de base, et je travaillais dans un syndic. Donc, en fait, je voyais déjà les appartements dans certaines copropriétés, les copropriétés qui étaient rentables et celles qui l'étaient pas du tout. Donc, en fait, moi, je me basais juste là-dessus. Mais voilà, je trouve un appartement à Montpellier, je fais une offre. Alors franchement, c'était une petite pépite et tout, tu vois. Je crois que c'était un T2 avec un jardin. Il était à 55 000, tu vois. Bon, c'est pas Montpellier même, c'était juste à côté dans une petite ville qui s'appelle Grabels, mais genre juste à côté de la zone universitaire. Donc je fais une offre, parce que moi j'aime bien négocier quand même, tu vois. Donc je vois 55 000, je me dis, bon, ok, c'est très intéressant et tout. Je vais faire une offre à 50 000. Bon, c'est une négociation, c'est pas la négociation du siècle, mais bon, tu vois, moi ça me faisait chier d'acheter au prix, tu vois. Donc je fais une offre à 50 000, et en fait, je me fais refouler de ouf par le vendeur, tu vois. Alors, je pense que le vendeur n'a pas du tout OK pour négocier, tu vois. Et donc, il me dit non. Même pas de contre-offre. C'est non, je ne vends pas et du coup, je ne veux plus entendre parler de vous, tu vois. Donc, moi, première expérience, tu vois, je me dis merde et tout, il y a mon bien qui vient de me passer sous le nez et tout ça. Genre, je suis dégoûtée, tu vois. Et puis, j'essaie de négocier avec l'agent. Il me dit non, mais là, c'était limite trop agressif pour lui, alors que franchement, négocier 5 000 €, c'est pas non plus la fin du monde. Mais bon, apparemment, j'ai frustré, j'ai braqué le vendeur, il veut plus entendre parler de moi, tu vois. Donc, je suis deg. Et là, en fait, je me rends compte aussi que c'est mon premier investissement. Si j'investis plus, tu sais, t'as un peu peur, c'est beaucoup d'argent, faut prendre un crédit, est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Moi, j'avais pas de compétences en immobilier, donc en fait, je me dis, je vais me former, tu vois. Je vais me former parce que j'ai peur de faire une connerie, et c'est des choix de vie et des sommes importantes dans la vie, donc il faut pas faire non plus n'importe quoi. Donc de là, je commence à regarder un peu des vidéos YouTube et tout, et je tombe sur la vidéo marketing type oui, si vous voulez investir dans l'immobilier rentable, formation gratuite de 5 heures, je sais pas quoi, tu vois, acheter des immeubles et tout. Et moi, j'entends ça, tu vois. Et moi, je me dis, mais comment ça, acheter des immeubles? Genre, qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Et donc, du coup, 5 heures de formation gratuite, je me dis, tu sais quoi, c'est gratuit.
Donc, let's go, tu vois. Je m'inscris, là, je rentre mon mail, je reçois les vidéos. Et en fait, quand je fais la formation, la personne, elle commence à parler d'acheter des immeubles, qu'elle a commencé à acheter à Béziers. Et il balance, en fait, les prix des immeubles qu'il a achetés, tu vois. Et moi, je savais pas qu'il y avait des immeubles à ce prix-là. Parce que moi, je viens de la région parisienne, tu vois. Donc, pour vous expliquer, alors je suis pas sur Paris même, moi, je suis à Marne-la-Vallée, de base. Enfin, je venais de Marne-la-Vallée. Un studio à Marne-la-Vallée, ça coûtait entre 150 et 170 000 euros, tu vois. Et en fait, quand je regarde cette vidéo-là, il parle d'immeubles à acheter à Béziers, il parle d'immeubles à autour de 100 000. Et moi, je me dis, non, mais ça, c'est trop tard, c'était peut-être avant, mais ça n'existe pas. Enfin, tu vois, c'est quoi cette escroquerie? Et puis, c'est où Béziers, en plus, tu vois? Je sais même pas, moi, je connaissais pas Béziers, tu vois. Et donc, je commence à taper sur le bon coin, tu vois, Béziers. Et je vois Béziers, juste à côté de Montpellier, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, entre 30 minutes et 1 heure, tu vois. Donc, du coup, je me dis, en fait, c'est dans le secteur, finalement, que moi, je recherche. Et tu sais, en fait, il y a toutes mes croyances limitantes qui pètent les unes après les autres. Genre, Béziers, ouais, mais en fait, Béziers, c'est pas dans le sud, donc en vrai, est-ce que ça va m'intéresser? Ah bah si, en fait, c'est juste à côté de Montpellier. Ok, bah ouais, mais ça, c'était les prix qui existaient avant. Donc ça, c'était en 2020, pendant le Covid, tu vois, que je me forme. Et en fait, du coup, je regarde sur le Bon Coin, et je vois, il y a encore des immeubles à Béziers à des prix hyper intéressants, tu vois. Et je me dis, non, mais en fait, du coup, ça existe encore maintenant, donc je peux encore faire des coups comme ça maintenant, mais je connaissais pas Béziers. Donc pareil, je commence à regarder les avis sur Internet, Béziers, avis, etc. Et là, je tombe que sur des avis de merde, de ouf. Genre, sur la ville de Béziers? Ouais, sur la ville de Béziers. Genre, ville de gitans, sale, vous pouvez pas sortir le soir après 23h, faut pas vous promener tout seul la nuit. Et moi, je me dis, oh là là, moi, je peux pas aller vivre là-bas, tu vois. Je connais pas et tout. Donc, en fait, je me dis, non, vas-y. Enfin, vraiment, j'avais des avis horribles, tu vois, sur la ville. Et je me dis, bon, vas-y, laisse tomber. C'est pas possible Béziers, tu vois. Genre, je veux pas. En fait, moi, je compare avec les quartiers de Marseille, tu vois, que j'avais vu et que je me dis, en fait, laisse tomber, ça va pas m'aller. Donc, j'essaye d'aller faire d'autres recherches dans d'autres villes, un peu du secteur, en cherchant du coup des immeubles cette fois-ci, en me disant, bah, je vais garder un appartement pour moi et les autres, je vais les louer. Comme ça, je fais 2 en 1. Et donc, je cherche dans les environs et je trouve d'autres trucs, d'autres immeubles intéressants, mais quand même moins intéressants en termes de rentabilité que Béziers, tu vois. Et donc, confinement, tu vois, moi je suis au chômage partiel, à l'époque je bossais, j'étais barmaid à Disney, tu vois. Et donc Disney ferme pendant très longtemps, du coup. Donc là, les régions se réouvrent, tu vois, le confinement s'enlève, mais petit à petit, les régions se réouvrent. Moi je suis toujours au chômage partiel et je me dis, bon, va à Béziers et va te faire ton propre avis déjà sur la ville. Va voir si toi tu te sens en insécurité, va voir est-ce que la ville est vraiment sale, comment sont les quartiers et tout. Et donc là, je pars à Béziers et en fait, j'ai un coup de cœur pour la ville, tu vois. J'ai un coup de cœur pour la ville parce que c'est plein de petits immeubles haussmanniens, un peu comme à Paris aussi, tu vois. T'as un centre historique qui est magnifique au niveau de l'architecture, c'est vraiment très très cool. Les prix sont abordables, t'as des terrasses où les gens, tu vois, ils boivent des coups. Et en fait, c'est une ville où toutes les classes sociales se mélangent. Autant tu peux avoir des gens qui roulent en Porsche à une table en terrasse, autant juste à côté, t'as une famille, oui effectivement, une famille de gitans, tu vois, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est là, et en fait, tout le monde arrive à vivre ensemble, tu vois. Et en fait, ça, j'ai trop kiffé, tu vois. Je me suis dit, en fait... t'as de la place pour tout le monde ici. Genre, il n'y a pas ce cliché de ouais, c'est une ville de merde ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai trop kiffé. En plus, t'as tout. Enfin, moi, je me rends compte, t'as les galeries Lafayette, t'as des centres commerciaux, t'as la gare TGV, t'as des universités à Béziers et tout. Enfin, là, je me dis, ok, pour une ville pour investir, t'as des infrastructures quand même qui sont sympas, que t'as pas partout. Donc, du coup, je me dis, allez, let's go, je commence mes visites. Et donc, je commence dans l'immobilier comme ça. Je visite mon premier immeuble. Et pareil, moi, ça me fait rire parce que mon premier immeuble, tu vois, il est allé à 500 mètres maximum des galeries Lafayette à Béziers. Et quand je commence la visite, le propriétaire, il me dit bon, je sais, on est dans les quartiers sociaux. Moi, ça me fait rire, tu vois. Parce que avant d'habiter à Marne-la-Vallée, je vivais dans le 18e à Paris, quand j'étais petite, tu vois. Donc quand tu me dis, t'es à côté des galeries Lafayette, c'est les quartiers sociaux, il n'y a pas de souci. Moi, je les garde, tu vois. Et ton quartier social, il est bien, tu vois, il n'y a pas de galère. Et donc, du coup, je fais mon premier immeuble comme ça. Là, j'avais l'immeuble tout loué, très peu de travaux. Je fais déjà une très bonne affaire, tu vois. Et du coup, tu l'as eu à combien, celui-là? Celui-là, il était affiché à 129. Donc moi, j'aime bien négocier, donc j'ai négocié. Je l'ai négocié j'ai fait une offre à 112 et l'offre est passée à 115. Voilà. Donc là, j'ai fait une belle renta. Tout était déjà loué. Donc j'ai à peu près 1 450 € de loyer sur cet immeuble. Et donc une renta sympa. J'avais un taux à l'époque, parce que c'était 2020, les taux étaient encore très très bien, taux à 1,19. Donc voilà, 1 450 € de loyer pour ma mensualité 630. Et il y avait combien d'appartements dans l'immeuble? Il y a 3 appartements et un garage. Donc j'ai 2 T2 bis. Donc les T2 bis, c'est en fait des T3, sauf que la deuxième chambre, elle n'a pas de fenêtre. Un studio et un garage de 78 mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est mon premier immeuble. Donc en fait, moi, j'étais encore à Marne-la-Vallée parce que je n'avais pas bougé, tu vois. En vrai. Enfin, j'étais partie, j'ai commencé à acheter à Béziers. J'étais toujours à Marne-la-Vallée. Donc, je vais voir mon banquier. Et voilà. Je lui dis, voilà, je vais acheter de l'immobilier. Il me dit, d'accord, vous voulez acheter quoi? Je vais acheter un immeuble. Donc moi, en fait, il me voit.
petite jeune, une femme qui vient le voir pour lui dire elle veut acheter un immeuble, c'est son premier investissement immobilier. What the fuck, tu vois. Elle me dit comment ça, vous voulez acheter un immeuble? Je dis oui, bah voilà. Et en fait, j'ai tout préparé, tout carré. Mon projet, du coup, comme je te dis, un immeuble 115 000 euros, tu vois. Ouais. Sauf que moi, à Marne-la-Vallée, un studio, comme je te dis, ça coûte déjà entre 150 et 170. Donc en fait, mon banquier il devient fou. Il me dit donc vous achetez moins cher qu'un studio et vous achetez pas un studio, vous achetez 3 apparts avec un garage. Comment tu veux qu'il me dise non, le gars? Bah oui. Bah, il m'a dit oui. Il m'a dit oui, et moi j'ai demandé 110%. Voilà. Celui-là, je l'ai pris sur 20 ans, donc taux 1,19, je négocie les taux, parce que en fait, toutes les banques me suivent dans le secteur. Donc en fait, je vais voir une banque, je vais envoyer une autre, je renégocie l'offre, je renégocie l'offre, et je fais que ça, jusqu'à au final avoir une offre qui me convienne, et du coup, j'ai acheté mon premier immeuble comme ça. Du coup, je me dis bon, bah c'est bien, ça marche, je récupère les clés le jour de la signature, les loyers qui tombent direct, parce que tout est loué, j'ai très peu de travaux. En fait, moi, je prends un budget de travaux, si tu veux, pour utiliser le différé. Mais en réalité, j'ai pas besoin de travaux sur l'immeuble, tu vois. Genre du rafraîchissement, si les locataires déjà en place, ils partent. Mais même encore aujourd'hui, les locataires, c'est toujours les mêmes, tu vois. Donc j'ai pas eu besoin pour l'instant de faire de gros travaux. C'est moi plus, je me dis, bon, j'ai quand même envie de faire un petit truc bien, tu vois. Donc bon, je fais des petits trucs, mais oui, j'ai pas eu besoin de faire de gros travaux. Premier immeuble, donc du coup, je me dis, ouais, c'est trop bien en fait, l'immobilier, c'est trop facile. Ouais. Allez, on recommence, tu vois. Chance de débutant, peut-être. Ouais, je sais pas, tu vois, mais bon, en tout cas, je me dis, allez, on recommence. Deuxième immeuble. Donc là, je cherche, mais bon, la majorité de mes appartements étaient loués en nu sur le premier. Et donc du coup, bah, je peux pas utiliser le LMNP, ou très peu, il y a qu'un appartement que j'ai mis en LMNP, je peux pas utiliser l'avantage fiscal du LMNP, et du coup, j'ai pas beaucoup de travaux. Donc en fait, là, je me dis, en fait, il faut quand même que je fasse un investissement avec une autre stratégie, parce que sinon, je vais me faire défoncer sur les impôts, tu vois. Donc je cherche un appartement, enfin un autre immeuble, mais cette fois-ci avec des travaux, et qui soit vide pour que je puisse le meubler pour faire du LMNP, tu vois. Donc je trouve une pépite encore plus rentable que le premier, tu vois. Sur Béziers, toujours. Toujours sur Béziers, mais avec plus de... En fait, le projet était plus gros, donc l'immeuble est plus cher, mais plus rentable, tu vois. Et du coup, plus de risques aussi, parce qu'il y a les travaux, etc. Et donc là, pareil, je l'achète, celui-là, il était affiché. Mais en fait, direct, je fais plein de visites d'immeubles, tu vois. Béziers, autour de Béziers, Perpignan, Carcassonne, Narbonne, même vers Montpellier, tu vois. Je visite plein de trucs. Perpignan, t'avais rien trouvé? J'en ai visité au moins 40. Et il n'y avait pas de... En fait, par rapport à ce que je cherchais dans mon budget, avec le budget de travaux que je cherchais, avec le nombre de logements que je pouvais faire, il n'y avait pas exactement la formule que je voulais faire comme projet, tu vois, pour que ça rentre dans mes travaux, dans mon LMNP, etc. Donc je visite et je trouve pas. Je me dis, bon, bah, on va pas forcer les choses, tu vois. L'objectif, c'est que ma stratégie, elle tienne. Donc je me dis, bon. Mais en faisant ces 40 visites, bah, je connecte avec plein d'agents IMO, tu vois, qui me font visiter un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles. Bon, bah, vous cherchez quoi exactement? Donc je leur donne mes critères, tu vois, sans trop donner exactement le tarif que je suis prête à mettre, parce que je sais que je vais négocier, tu vois. Donc du coup, je leur donne un peu une fourchette. Je leur dis, voilà, j'aimerais tant de logements, des travaux, là. Et en fait, un mois après, je reçois une offre d'une des agences, donc en off-market, tu vois, pas encore publiée. Ouais. Et là, je vois tout ce que je veux, tu vois. Tout ce que je veux, le montant, c'est OK, les travaux, c'est OK, les appartements sont vides, je peux meubler, etc. Et du coup, je les appelle direct, je dis OK, je veux visiter l'immeuble. Ils me disent OK, bah, dans 3 jours, vous serez la première à visiter. Donc j'y vais, j'appelle directement l'artisan, je dis tu viens avec moi, il faut qu'on chiffre tout de suite les travaux. Parce qu'en fait, je fais mes calculs et je sais que le projet est déjà hyper rentable. Donc je me dis, lui, il va partir très vite. Donc déjà, je me dis, je suis la première à rentrer dessus, enfin à me positionner, à le visiter. Donc faut que je le fasse bien, tu vois. Donc j'arrive, celui-là, il était affiché 162 000. Là, j'ai 4 appartements et un garage. Sur les appartements, c'est 2 T3, mais des grands T3, tu vois, ils font tous 74 mètres carrés, dont un qui a une belle terrasse. J'ai 2 T2 de entre 35 et 40 mètres carrés et un grand garage 80 mètres carrés, tu vois. Et donc, il y avait les 2 T2 en fait à rafraîchir complètement. Les 2 autres, ça allait, tu vois. Et du coup, celui-là, il était à 162 000. Et derrière, je pouvais dégager, parce que du coup, on va en parler après, mais j'ai fait une love room dans un des T2. Et du coup, il me dégage en termes de loyer. Avec le Airbnb, ça change, tu vois, mais environ, minimum 2500. 2005, okay. 2005. Et du coup, sur celui-là, avec les travaux, je suis à 930. De loyer mensuel. Ça, d'accord, donc la love room, tu l'as faite pour que quelqu'un puisse rester dedans Non, en fait, si tu veux, quand je livre mon chiffre d'affaires, en termes des loyers à l'année, je suis environ à 2005 de rentrée mensuelle. Tu vois. Donc voilà. Ça, et du coup, celui-là, je l'achète. Donc, premier immeuble, je l'achète 2020. Deuxième immeuble, je l'achète 2021. Voilà. Et là, du coup, je commence les travaux et descente aux enfers. Ça s'est super mal passé. Vraiment très, très, très mal. Sur le deuxième, du coup? Ouais. Premier, j'en ai pas trop eu. Deuxième, ça s'est très, très, très mal passé. Je suis tombée sur un réseau d'escrocs. Donc, c'est pas juste une société qui a pris mes acomptes, qui est partie avec les acomptes. Non, c'est une grosse escroquerie organisée. Bon, du coup, ils m'ont pris mes acomptes quand même, tu vois. Et en fait, je vais sortir des trucs cash, tu vois. Je te dis. Donc,
Moi, si tu veux, je verse un premier acompte. Cet artisan-là, il m'avait été recommandé par un autre investisseur qui investissait aussi à Béziers. Du coup, bon voilà, moi je fais confiance, tu vois, donc bon, on se met d'accord sur le devis carré, je négocie un peu le devis, parce que comme d'hab, j'aime bien négocier, moi je pensais faire une affaire, alors qu'en fait, j'étais en train de me faire entuber. Et donc on se met d'accord sur le prix, patati patata. Donc moi je suis toujours à distance, parce que je vais toujours pas à Béziers à ce moment-là, tu vois. Donc je suis en Ile-de-France, à Marne-la-Vallée, on commence les travaux, je verse mon premier acompte, le gars il achète le matériel est stocké dans mon garage, et il commence à casser les murs, les trucs et les machins dans les 2 T2 turcs, que je devais rafraîchir. Et du coup, il casse tout, il me dit ok, bon bah vas-y, c'est bon, maintenant il va falloir verser le deuxième acompte, qu'on puisse avancer sur la main-d'œuvre, etc. Et commencer bien, tu vois, ils avaient commencé un petit peu l'isolation et tout, mais bon, voilà. Et puis moi, c'était mon premier vrai chantier de travaux, donc j'avais pas l'œil pour me dire est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est pas bien fait, je savais même pas pour te dire l'ordre des choses, par quoi tu commences, est-ce que tu commences par la plomberie ou l'électricité, ou tu vois. Donc bref. Et donc moi, je faisais que des allers-retours, Béziers, Marne-la-Vallée, Béziers, Marne-la-Vallée, Béziers, Marne-la-Vallée. Je voyais que les choses bougeaient un peu, je me dis bon bah ça bouge un peu, c'est que ça avance, tu vois. Je verse mon deuxième acompte, et là, plus jamais ils sont revenus. Donc là, t'as perdu combien à peu près? Là, j'ai perdu 35 000. Ok. Je perds 35 000 euros. J'avais un budget de 55 000. Donc en fait, il me reste que 20 000 pour finir mes 2 immeubles. En sachant que tu veux faire une love room, donc le room, il faut que ça soit quali, tu vois, en termes de matériaux et tout. Bon, le truc, c'est que le matériel était dans mon garage. Donc du coup, j'avais quand même mon matériel sur les 35 000 que j'avais déboursés. Mais rien n'était fait. Et puis même, au contraire, ils avaient cassé des trucs qu'ils n'auraient pas dû casser. Enfin, très compliqué. Et en fait, donc de là, je me décide, je dis ok, je déménage à Béziers, tu vois. Je vais à Béziers et je resterai à Béziers jusqu'à ce que mon chantier il soit terminé, tu vois. En descendant à Béziers, je me rends compte qu'il y a d'autres investisseurs qui travaillent avec le même gars sur des travaux, qui sont aussi dans la même situation que moi, les acomptes déposés, sauf que des acomptes encore plus élevés que les miens, tu vois. Moi, c'était 35 000, après je m'estimais heureuse. Il y en avait, c'était des 80 000, 70 000, etc., tu vois. Donc oui, c'était encore plus dans la complexité. Ou pareil, le gars, il avait pris les acomptes, il venait pas faire les travaux. Ou il faisait genre, tu vois, en fait, c'est ça le truc dans l'escroquerie, c'est qu'il vient de faire une petite bricole, il dit ouais, vas-y, je reviens demain, et donc soit t'espères qu'ils reviennent vraiment, tu vois, alors qu'en fait, c'est que de l'embobinage, tu vois. Et en fait, à un moment, je pète un câble. Parce que moi, tu vois, justement, sur les réseaux, les gens, ils commencent à suivre mon parcours par rapport à l'immobilier, l'investissement, etc. Et donc, en fait, à un moment, je pète un câble et j'appelle l'artisan, parce que tu vas comprendre après. J'appelle l'artisan et je lui dis cash, je lui dis écoute, moi, là, c'est bon, j'ai rencontré tous tes clients, les propriétaires pour qui tu travailles. Je sais que tu es en train de me la faire à l'envers, donc ça va être très simple. Soit demain, tu viens sur mon chantier et tu finis, soit en fait, ce que tu es en train de faire, je te balance à tout le monde. Et en fait, lui, il faisait les travaux et sa femme, elle faisait la gestion. Donc je lui dis, donc moi, je vais expliquer, soit là, demain, tu viens sur mon chantier et tu finis mon chantier, et on en reste là, soit si demain, tu n'es pas sur mon chantier, je vais voir tous les propriétaires. Je leur explique tout ce qui se passe. Toi et ta femme, vous perdez votre entreprise et vous êtes dans la merde, tu vois. Donc c'est toi qui choisis. Tu lui as même pas demandé de rembourser ou... Mais si, mais soit tu me rends mon argent, soit... Si. Et il me dit, ouais, d'accord, non, mais faut pas se mettre dans cet état-là. Puis tu sais, au début, il est menaçant, tu vois. Il me dit, non, mais moi, tu crois, si je suis qui, tu me menaces qui, là, là. Après, il redescend, il me rappelle, il me dit, ok, bon, tu sais quoi, viens, on se voit demain, on fait le point, j'ai ok. Donc on se retrouve à un café, on fait le point. Il me dit oui, enfin bon bref, il me raconte la lune, qu'il y a des ouvriers qui l'ont lâché, qui l'ont mis dans la merde, du coup c'est pour ça que les trucs sont au ralenti, qui essaient de s'en sortir, bref. Il me dit c'est bon, demain je suis sur ton chantier, donc on se met d'accord sur par quoi on commence exactement sur le chantier. Et on se dit ok, vas-y, c'est bon, on se serre la main. Et il me dit bon, vas-y, let's go, viens, on y va, enfin on va voir ton chantier comme ça, demain on sait exactement par quoi on commence. Tu vois. Donc on prend sa voiture, on va à mon chantier, on arrive en bas de mon immeuble, et là le gars, il me sort une petite mallette. Et je vois un flingue dedans. Et il me dit, tu vois ça, bah, alors ça tue pas, hein, t'inquiète pas, mais si je dois me défendre, je le ferai. Et là, tu te dis, ah. Donc en fait, bon, tu sais, en fait, sur le moment, tu vois, alors moi, je suis un peu impulsive et je suis un peu choquée aussi, tu vois, de la situation, tu vois, parce que tu t'y attends pas forcément. Donc je dis ok et tout machin. Je sais même pas, enfin franchement là, je te dirais, je sais même plus si on a été vraiment voir le chantier au final, est-ce qu'on est quand même monté. Enfin, en fait, tu réalises pas vraiment là ce qui se passe dans cette situation-là. Bref, il repart avec sa voiture, enfin il me redépose à ma voiture. Et en fait, bon moi à ce moment-là, je parlais avec un autre investisseur, donc je lui explique ce qui vient de se passer. Et en fait là, j'arrête. Là, donc on arrête de travailler ensemble. Je cherche même pas à comprendre. En fait, donc là, je contacte un avocat. Je vais porter plainte. Lui aussi pareil, je prends des photos et des vidéos de tout mon chantier, parce qu'en fait là moi ce que je me dis c'est que le gars il a mes clés, tu vois, le chantier, donc en fait là tu vois, je vais porter plainte, le gars il vient, il défonce tout, enfin, tu vois, en fait il y a plein de choses qui disent, moi je me dis, moi je dois habiter dans un de ces appartements, ça veut dire qu'il sait où j'habite, enfin, tu vois, il y a plein de choses, donc moi forcément je commence à changer toutes les serrures, je vais porter plainte, je lance une procédure judiciaire contre ce gars, tu vois, et donc au travers de mon avocat, j'apprends qu'en fait ce gars a un casier judiciaire long comme le bras.
très long comme le bras, qu'il a fait plusieurs escroqueries organisées et pas que sur l'immobilier. Et même mon avocat, il me dit franchement, j'ai fait des affaires, je n'ai jamais vu un casier comme ça. Donc forcément, ça rassure pas. Quand on commence à envoyer les lettres et tout ça avec l'avocat pour accuser la société artisanale, il y a quelqu'un qui appelle mon avocat qui dit oui bonjour, je suis monsieur par contre moi je n'ai jamais fait ce chantier, là vous parlez de ma société, donc en fait on se rend compte que cet artisan n'est pas un artisan mais il a usurpé l'identité d'une société, donc en fait c'est moi quand j'ai fait mes recherches avant de travailler avec lui, j'avais son numéro SIRET sur le devis, donc je vais voir, c'était SIRET de quelqu'un d'autre, tu vois, donc en fait ce mec n'a même pas de société, tu vois, genre une dinguerie, enfin franchement genre une histoire vraiment une histoire à la Netflix, tu vois, et donc procédure judiciaire elle s'entame. Du coup, on va au procès, je gagne le procès, on fait une saisie sur... Non, il vient pas, il se fait même pas représenter et tout, tu vois. Mais bon, les audiences sont quand même lieu, tu vois. Donc forcément, je gagne. Du coup, saisie sur ses comptes. Évidemment, il n'y a rien sur ses comptes, tu vois. Donc sur ses comptes perso aussi, hein. Donc très compliqué. Et en fait, du coup, là, on est en train de passer au pénal. Et la justice française fait qu'on est toujours là, tu vois. Et donc moi, ça c'est des choses, là je te le dis, tu vois, en podcast, mais c'est l'une des... là, c'est cette année où je commence à en parler ouvertement parce que, en fait, indirectement, je commence à faire le deuil de ce chantier et de cette somme-là. Même si, tu vois, j'avais espoir en la justice française, espoir dans le fait de pouvoir, tu vois, récupérer quelque chose. C'est pas que j'ai plus espoir, c'est qu'en fait, je n'attends plus. Tu vois. T'es passé à autre chose, quoi. Ouais, et puis bon, aujourd'hui, les choses, pour moi, ça tourne. Donc en fait, c'est aussi mieux. Mais ouais, ça a été... tu vois, je me suis pas lancée dans l'immobilier pour ça, en fait, tu vois. Et en fait... Tu peux te dire, ouais, mais c'était du bluff ou ce que tu veux. En vrai, tu connais pas la connerie des gens jusqu'où elle est prête à aller, tu vois. Et est-ce qu'il faut se mettre en danger, tu vois, pour ça. Donc, en fait, bref, j'ai lâché. La stratégie avec mon avocat, c'était de se dire, de toute façon, on a fait la saisie sur ses comptes, il n'y a rien. Peu importe où est parti cet argent, s'il l'a dilapidé, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a, s'il l'a ramené au bled ou quoi que ce soit, on s'en fout, tu vois. Là, l'objectif, c'est d'être reconnu victime par la justice française et qu'en fait, on soit dédommagé par un organisme qui s'appelle la Sarvi. Je sais pas si tu connais. Plus ou moins. Voilà. Plus ou moins, mais je sais qu'ils le font. Enfin, je savais pas qu'ils le faisaient pour les victimes, un petit peu tout ce qui était pénal, mais tout ce qui est accident, etc. Je crois qu'il y a un organisme un petit peu similaire. Ouais, c'est un. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir différents organismes. Voilà, c'est la Sarvi et en fait, c'est un organisme de dédommagement aux victimes. Ouais, c'est ça. Et donc, encore faut-il que je sois reconnue victime, sauf qu'en fait, suite à ma plainte, il y a une enquête qui est en cours. Ouais. Et du coup, on attend. Parce qu'en fait, moi, je suis hyper frustrée parce que là, tu vois, je te dis ça c'était en 2021-2022. Enfin, vraiment, la galère du chantier, c'était 2022. Donc là, ça fait 3 ans et demi, tu vois. Et en 3 ans et demi, le gars, j'avais tout quand je partais plainte. J'ai son adresse, j'ai son numéro de téléphone, j'ai la photocopie de sa pièce d'identité. Genre, je donne tout à la police, tu vois. Genre, c'est pas... voilà. Depuis 3 ans et demi, le gars, il est toujours dans les rues, tranquille. Là, tu vois, genre quand on parlait tout à l'heure, tu vois, de la sécurité, de la justice, etc. Moi, c'est une des raisons qui font que je n'ai plus envie de rester en France, en fait, parce que ça fonctionne pas. Et aujourd'hui, franchement, je paye quand même pas mal d'impôts tous les mois, où je me dis, en fait, il est hors de question que moi je paye autant d'impôts pour un service aussi éclaté, tu vois. Donc voilà, pour mon parcours immobilier, comme ça, tu as vraiment tout. Et du coup, est-ce que le deuxième bâtiment, il est fini ? Oui. C'est bon ? Alors, du coup, il est fini. J'en ai chié de ouf. T'imagines 20 000 euros pour faire deux T2 qui sont complètement cassés et tout, c'était très compliqué. Maintenant, j'avais quand même le matériel, mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait seule, avec mon ex de l'époque. Après, ça a été beaucoup de petits artisans, à l'eau voisin, petit à petit, et puis on a pris le temps qu'il faut, tu vois. Mais au final, donc ça c'était début 2022, toute cette galère de chantier, et novembre 2022, ça c'était terminé. En fait, ça dure à peu près 1 an. Tout ce chantier a duré 1 an. Donc là, tu as 2 immeubles. Donc là, j'ai 2 immeubles. Et après, là, tout juste début d'année, là, je viens de racheter un appartement. Donc ça t'a pas vacciné, finalement ? Non, je continue quand même parce que, en fait, si tu veux, ça m'a vacciné sur la France. Et je me suis dit, à partir de là, ok, je vais pas rester ici. Par contre, il n'y a pas eu que ça, mais une des raisons qui ont fait que oui. Mais par contre, je me suis dit, pour moi, le gros joker qu'on a en France par rapport aux autres pays, c'est le levier bancaire. Ouais. Pour investir en immobilier, je pense que c'est un pilier d'enrichissement sur lequel on peut pas se permettre de passer à côté quand on est français. C'est trop bête de ne pas l'utiliser. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais partir, mais je ne partirai pas tant que ma capacité d'endettement, je ne l'aurais pas utilisée au maximum. Et donc, du coup en fait, entre-temps, j'ai vécu quelques temps dans cet immeuble, mais en fait, je suis vite partie, parce que déjà, je me sentais pas bien vis-à-vis de cette histoire, mais aussi parce que j'ai un chien et j'avais pas de jardin. Et du coup, je me suis dit, ok, je veux quand même j'ai envie de... Puis même vivre avec ses locataires, c'est bien, mais l'humain prend énormément d'énergie. Ouais. Et je me suis dit, ok, moi je veux mon truc à moi, je veux avoir mon intimité à moi. Voilà. Donc j'ai pris, à la base j'ai loué un appartement, j'ai mis tous mes appartements à louer, puis moi je suis devenue locataire d'un autre logement avec un jardin. Et j'étais tellement bien dans cet appartement avec le jardin là, que je me suis dit, c'est trop bête d'être locataire, alors qu'en vrai je pourrais acheter mon pied-à-terre pour quand je rentre en France, un truc équivalent, tu vois. Donc en fait j'ai cherché un équivalent de ce que j'avais avec le jardin là.
que j'ai acheté. Là, j'ai fait les visites octobre, je l'ai trouvé assez rapidement, j'ai fait une affaire encore très très bien. Et du coup, j'ai récupéré les clés en janvier, j'ai fait les travaux. Les travaux se sont extrêmement bien passés, je te jure, parce que du coup, là, maintenant, j'ai un process et je suis hyper relou. Enfin, quand je dis hyper relou, c'est que il y a des trucs que je laisse pas du tout passer. Genre, je cadre déjà dès le départ et je ne travaille plus par recommandation. Parce qu'en fait, aussi, c'est ça qui est compliqué, c'est que quand tu travailles par recommandation et que, tu vois, moi, cet artisan, je commençais à voir qu'il prenait du temps, mais en fait, comme c'est un pote à toi qui te l'a recommandé, t'as pas envie, tu vois. C'est difficile d'aller t'embrouiller avec l'autre ou de dire à ton pote, ouais, ton gars là, il m'a fait de la merde ou quoi, tu vois. C'est plus compliqué. Alors qu'en fait, quand il n'y a pas de recommandation, moi, si tu me fais de la merde, je te dis déjà que tu me fais de la merde. Et au moins, c'est cash, on n'attend pas que les choses elles empirent, etc. Tu vois. Donc, moi, je travaille plus du tout par recommandation. Le chantier de travaux, c'est très très bien terminé. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il s'est même terminé en avance par rapport à la deadline qui était fixée. Donc très très contente. Du coup, dans cet appartement, j'ai fait une deuxième love room. Comme ça, c'est les 2 appartements, les seuls que j'ai que je laisse en LCD. Tout le reste est en longue durée. Et écoute, ça va. Maintenant, ça tourne. En 2022, descente aux enfers, parce qu'en plus, il y avait le bear market en crypto. Enfin, vraiment, c'est très compliqué. Mais on va dire 2023, on a commencé à se refaire. 2024, on a remonté la pente. Et là, maintenant, ça va, on respire. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est la partie immobilier. Et donc, la partie crypto. Ouais. Alors, dis-nous tout. Donc, la partie crypto, en fait, j'ai commencé par l'IMO, avec mon premier immeuble. Je t'ai dit, donc confinement, Covid, etc. Donc, j'avais commencé mes recherches en 2019. Et 2020, je me dis, ok, je me forme à l'immobilier, donc j'achète ce premier immeuble. Et confinement arrive, et en fait, j'avais des potes, à l'époque, qui faisaient du dropshipping. Ok. Tu vois. Et donc, il y a eu un moment, pendant le confinement, on se dit, les gars, venez, on loue une villa, et on fait un cerveau collectif. Au lieu de faire le confinement chacun de notre côté, on fait un cerveau collectif, on prend une villa, 1 semaine, 2 semaines, et on bosse ensemble, tu vois. Et donc, vas-y, let's go. Alors moi, je faisais pas de dropshipping encore à l'époque, mais je commençais à investir en immobilier, je dis avec mon premier immeuble, et j'étais déjà dans l'objectif, sur les réseaux sociaux, de créer une communauté de girl boss, en gros. Tu vois. Donc, je voulais faire de l'affiliation, je commençais à monter un site internet, et parce qu'en fait, il y avait déjà des gens qui me posaient des questions en mode « Ah, mais tu achètes un immeuble, et c'est incroyable, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça ?» Sauf qu'en fait, moi, je commence l'immobilier, donc je me sens pas du tout légitime à ce moment-là, tu vois, de me dire je vais coacher les gens alors que je suis à mon premier investissement. Mais du coup, comme il y avait beaucoup de gens qui me posaient des questions, je me suis dit, je vais les envoyer vers la formation que moi j'ai suivie, qui était vraiment quali, parce qu'après, il y a eu des stratégies qui ont changé avec la hausse des taux. Mais pour l'époque, elle était top. Tu faisais de l'affiliation, donc. Ouais, et du coup, je faisais de l'affiliation. Et du coup, voilà, je me suis arrangée avec le coach pour travailler, collaborer avec lui, tu vois. Okay. Et donc, du coup, moi, sur cette phase-là, où on avait la villa, donc moi, je bossais sur mon site et sur tout le système de l'affiliation, et eux, ils bossaient sur le boutique de dropshipping. Et en fait, c'est eux, en parlant entre eux et tout, au bout d'un moment, j'entends... Putain, t'as vu le Bitcoin, il est monté à 6500, le mois dernier il était à 3000, je savais que j'aurais dû en acheter plus. Hein. Et moi j'entends ça, tu vois. Et en fait, autant sur l'immobilier j'ai toujours voulu investir, autant les marchés financiers, pas du tout. Genre les marchés financiers ça me fait très peur, tu vois. Enfin, ça me faisait très peur. Et je me disais, non, en fait, si tu veux, j'ai un schéma dans mon enfance où je me rappelle de mes parents qui s'embrouillent parce que mon père a acheté des actions sans le dire à ma mère et tout. Et ma mère, elle disait, ouais, à cause de toi, on va se retrouver à la rue et tout. Et donc, en fait, moi, dans ma tête de petite fille, ça m'a choquée. Donc, pour moi, les marchés financiers, faut pas y aller, c'est dangereux, on va se retrouver à la rue, etc. Donc, quand ils commencent à parler de Bitcoin et qu'ils disent, ouais, il est à 6500, alors que le mois dernier, il était à 3500, j'aurais dû en acheter plus et tout, ça rentre dans ma tête, ça plante une graine, mais en vrai, moi, je suis sur mon immeuble, les gars. Donc, votre Bitcoin, là, je veux même pas entendre parler, tu vois. Et en fait, puis moi, en plus, tu vois, je me dis, je connaissais rien. Je me dis, le Bitcoin, faut en acheter un en entier. Moi, je suis là, genre, j'achète mon immeuble à 110%, tu vois, j'ai un peu d'épargne de côté, mais je me dis, je vais pas mettre mon épargne en crypto, je vais pas acheter un Bitcoin là à 6500, ça va pas ou quoi, tu vois. L'erreur de ma vie, du coup, mais à l'époque, je me disais, c'est pas possible, je peux pas mettre tout mon épargne ou presque tout mon épargne là-dedans. Donc du coup, je calcule pas, je fais mes trucs, et puis en fait, quand le Bitcoin il augmente, 6500. Parce que tu suis en même temps, quoi. Non, je suis pas, mais en fait, ça en parle, tu vois. Enfin, genre, les gens, ils en parlent, mes potes, ils en parlent. Sur les réseaux, je vois des trucs, Bitcoin à 8000, puis après à 10 000. Et après, en octobre, il arrive à 10 000, 12 000. Et là, je me dis, bon, il y a quand même un truc à faire. Parce que quand il y avait la graine qui était plantée, il était à 6 000. Et avant, il était à 3 000, tu vois. Donc, quand il arrive à 12 000, là, je me dis, bon, les gars, je crois qu'il y a quand même un truc. Mais je savais pas du tout par où commencer, tu vois. Et donc, je me dis, bon, il faut que je commence à... Donc, moi, j'ai toujours toutes mes peurs avec moi, tu vois, de me dire, bon... Puis on me dit, il faut investir que ce que tu es prêt à perdre, etc. Je me dis, ok. Alors moi, je me dis, je me lance. Puis là, je venais d'acheter mon premier immeuble. Donc ça, en plus, je l'achète à 110% le premier immeuble. Donc tu vois, j'ai pas mis d'épargne ou quoi. Donc j'avais ma petite épargne de côté où je me dis, bon, je peux mettre un billet. Si je le perds, ça me fera chier. Mais si ça marche, enfin, faut un billet suffisamment intéressant pour quand même pas gagner 30 balles, tu vois. C'est pas le but. Donc je mets 1 000 euros. Je mets 1 000 euros. Je me dis, 1 000 euros, si demain, je les perds,
bah ça me fait mal. Et en même temps, si je les perds, ça change rien à ma vie. Ouais, ça change rien à ta Tu vois, vie. genre je veux dire, je m'en remettrai. C'est Ouais. pas chier, mais je m'en remettrai. Donc je mets 1000 euros et en fait, je savais pas par où commencer. Donc je commence par une porte. Alors moi, ça va, j'ai eu de la chance, mais je commence par une porte que les gens souvent détestent, ce qu'on appelle le copy trading. Ok. Donc je rentre dans un club privé où je paye un ticket d'entrée. Et en fait, tu as un trader qui t'envoie des alertes avec du coup des points d'entrée sur telle crypto, des points de sortie. Et en fait, voilà, t'achètes tant, t'achètes à tel prix, tu revends à tel prix, etc. Donc en fait, c'est du trade. Tu commences par le trading presque. Non, parce que ce qu'on appelle du copy trading, parce que moi, en fait, à ce moment-là, je ne sais pas du tout lire les graphiques, mais indirectement, on peut l'amener comme ça, tu vois, si tu veux. Mais à la base, je commence pas par du DCA. Tu vois, en fait, je sais même pas ce que c'est, pour te dire, tu vois. Ok. Moi, juste, je me dis, ok, il faut rentrer. On me dit, tu suis les alertes du trader. Je mets un gros astérix à ça, parce qu'en général, les personnes qui vous proposent du copy trading, c'est de l'escroquerie. Donc faites très attention, souvent c'est des scams. Moi, j'ai toujours eu mes fonds à ce moment-là sur Binance. Ne sortez jamais. Ok. Voilà, parce qu'en fait, souvent, il y a des gens ou des sociétés qui vont vous faire miroiter des sommes de ouf, qui vont vous dire c'est du copy trading, etc. Sauf qu'eux, ils vont vous proposer d'aller sur des plateformes peu connues, qui vont être probablement leur plateforme à eux, d'accord, pour que vous fassiez les versements de vos fonds sur ces plateformes. Ouais. Des fois, ils vont vous dire passe par Binance et de Binance, tu verses sur cette plateforme. Et ça, très 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 souvent, 99% du temps, c'est des scams. Donc surtout, je mets des grosses pincettes. Parce que moi, ça n'a pas été mon cas. Je suis tombée sur une société qui n'était pas un scam. Mais voilà, je préfère le préciser quand même, que les gens ne disent pas, s'il y a quelqu'un qui vient leur proposer du copy trading, ah, c'est comme Clémence qui a fait ça, ok. C'est pas forcément... Enfin, si vous avez un doute, de toute façon, vous pouvez venir me poser la question sur mes réseaux et je vous répondrai. Donc moi, en tout cas, je commence par là. Mais je garde mes fonds, c'était uniquement sur Binance. Je garde mes fonds là-dessus. Je fais mon copy trading, en fait, dessus, tu vois. Et en fait, en 10 jours... je fais plus 30%. Ça veut dire que je passe de 1000 à 1003. Donc 300 euros, c'est pas ce qui va changer ma vie. Ouais. Mais moi, dans ma tête, ça fait 3 tours, tu vois. Parce que je me dis, attends, là j'ai mis 1000 euros, je viens de gagner 300 euros. Ça veut dire que si j'avais mis 10 000 euros, j'aurais gagné 3000 euros. Ouais. Donc en fait, dans ma tête, je me dis, là, en fait, en 10 jours, sur un truc que je connais pas du tout, je remplace mon salaire. C'est quoi ce truc de ouf, tu vois? Parce qu'en fait, là, c'est pas quelqu'un qui l'a fait pour moi. Ouais. J'ai suivi des mouvements, des alertes, etc. Ok. Mais là, c'est vraiment moi qui ai fait les trucs. Donc, avec vraiment les mêmes choses, juste en changeant les montants, j'aurais fait les mêmes résultats, j'aurais pu gagner plus, tu vois. Et là, je me dis, ok, c'est un truc de ouf. Il faut que je comprenne comment ça marche. Je me dis, il faut que je comprenne comment ça marche. Il faut que je comprenne c'est quoi cet écosystème, comment ça se fait qu'on peut avoir ce genre de rendement. Parce que en immobilier, déjà, quand tu fais 10% à l'année, tu es très content. Donc là, je me dis, 30% en 10 jours, c'est quoi le truc, tu vois. Donc, en fait, je quitte à ce moment-là le groupe du copy trading. Tu vas me dire, oui, mais tu faisais plus de 30%. Ouais. Je me dis, oui, mais en fait, moi, tout de suite, je me dis, ok, j'aime pas mettre mon argent entre les mains de quelqu'un que je connais pas. Donc, en fait, ce trader, même si là, il vient de me faire gagner de l'argent, je comprends pas ce qu'il fait. Donc, j'aime pas ne pas comprendre. Ouais. Donc, en fait, ok, là, j'ai testé, je sais que ça marche, je sais que c'est possible de gagner de l'argent. Maintenant, il faut que j'arrive à le faire moi-même. Donc, en fait, tout de suite, j'arrête ce groupe-là et je me forme avec différentes personnes. Donc avec des vidéos YouTube, avec des comptes Instagram, des groupes Telegram, etc. Et là, en fait, je vois vraiment qu'il y a deux clans. Il y a des gens passionnés et compétents, ouais. Et il y a des gens compétents, mais des requins. Okay. Et je me rends compte que, allez, 70% des gens qui sont sur ce marché-là, c'est des scams. Donc en fait, je fais aussi, encore une fois, moi, c'est peut-être aussi mes peurs des marchés financiers qui m'ont drivé, tu vois. Mais du coup, effectivement, je prends vraiment mon temps pour sélectionner les personnes en qui, pas je vais avoir confiance, mais qui je vais décider de suivre dans mon apprentissage, tu vois. Donc je me suis formée, encore une fois, avec plusieurs personnes, parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir que la vision d'une seule. Je veux avoir plusieurs visions et versions différentes. Comme ça, après moi, je fais un mix et je me fais ma propre strat à moi, tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, ça s'est très bien passé, parce que 2021, j'ai gagné beaucoup d'argent. Donc très cool, c'était le bull run. Mais après, c'était la période où je pense que tout le monde a gagné de l'argent, c'était le Covid. Moi, du coup, je suis arrivé fin 2020 sur le marché. Là, le Bitcoin était à combien là? Quand moi je suis rentré, il était à 14 000. Ok. Quand je suis rentré, il était à 14 000. Et donc après, je rentre sur les altcoins, etc. Et donc effectivement, 2021, incroyable. Voilà, c'est pas de l'argent facile, mais tu vois, c'était presque ça, tu vois. Et donc après, je t'ai dit, donc entre-temps, en plus 2021, j'achète mon deuxième immeuble, tu vois. Et fin 2021, c'est là où moi, mes galères de chantier aussi commencent. Ok. Et 2022, la catastrophe, tu vois. Donc en fait, moi, si tu veux, c'est aussi, je veux mettre la faute sur personne, c'est ma responsabilité, je gérais mon argent moi-même. Le truc, c'est que c'est vrai que 2021, c'était presque trop facile, parce qu'en fait, j'avais pas tant besoin de suivre que ça, que je gagnais de l'argent. Tu vois. Et en fait, 2022, là où le bear market commence, puisque le top du bull run, c'était en novembre 2021, bear market... 2022, je suis à fond sur mon chantier, je cours après l'escroc, je fais les travaux moi-même. Donc en fait, je ne suis pas mon portefeuille réellement, tu vois. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Et donc en fait, 2022, pire année pour moi, professionnellement parlant, tu vois. L'escroquerie en immobilier,
bear market 2022, je perds presque tout ce que j'ai gagné. Donc là, tu avais pris combien et tu as perdu combien? Et là, en 2021, j'ai pris 100 000. Ouais. Et 2022, j'ai perdu 70. Ok, d'accord, ouais, t'es pratiquement au point de voilà. départ. Donc j'ai toujours été en bénéf, Ouais. tu vois, mais c'est des sommes... tu sais, psychologiquement, c'est dur de dire, Ouais, attends, moi j'ai dit, j'avais mes 6 000 euros d'épargne, tu vois, t'as un capital qui grossit comme ça, c'est fort, tu vois. Alors après, je suis pas passé de 1000 à 100 000, hein. Ouais. C'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai mis 1000, j'ai vu que je gagnais de l'argent, je me suis dit, ok, je suis prête à mettre plus d'épargne, Ouais. mais je vais pas plus d'épargne sans compétences. Donc en fait, je me suis formée et après, tu j'ai réinjecté. Et là, j'ai fait un peu de DCA sur les alts, et voilà. Donc effectivement, ouais, je suis montée à 100 000, j'ai perdu 70. Donc je suis quand même restée en bénéf par rapport à tout ce que j'avais investi. Mais Ouais, mais de passer à 100, à 30, ah ouais, c'est énorme. Ça fait mal, ouais. Ça fait très mal, tu vois. Ça fait très mal. Et puis bon, en plus, moi j'avais plus un rond, tu vois, pour Ouais. mon chantier. Mais par contre, j'ai rien sorti. Ouais. Tu vois. Pour moi, en fait, par contre, après, une fois que je me suis formée, j'ai eu vraiment des convictions dans le Bitcoin. Et que dans le Bitcoin, même si ça m'arrive de faire un peu sur les alts, mais ça reste du court terme. C'est très rare que je garde. Voilà, je garderai pas des alts pendant. Enfin, moi, par exemple, les gens qui arrivent en bear market et qui disent je hold mes alts jusqu'au prochain cycle, MDR, sans moi, tu vois. Ouais. Moi, ça, je le fais pas du tout. Pas du tout. Il y a que le Bitcoin. Ok, Ethereum non plus? Non. Ok, donc là, bon, tu m'as dit que du coup, tu avais deux stratégies, mais on en parlera après. Une stratégie de tradeuse, trading, et l'autre, c'est de l'investissement pur. Et donc, l'investissement pur, c'est que Bitcoin. Ouais. Get money by Bitcoin. C'est tout. C'est tout. Enfin, je te dis ça, tu vois, je te dis pas, j'achèterai jamais d'ETH, tu vois. Ouais. Je peux acheter de l'ETH et le garder peut-être 6 mois. Mais je garderai pas de l'ETH pendant 3 ans, par exemple, tu vois. Ok. Donc en fait, pour moi, je vais optimiser mon point d'entrée dans les cycles, en bear market, en fait, typiquement. Et après, maintenant, graphiquement, j'arrive à le voir aussi quand tu confirmes un mouvement haussier et que tu pars haussier, tu vois. Donc en fait, je peux, moi, Solana, par exemple, j'ai fait un x12, je suis sorti à x12. Il y avait une autre crypto qui s'appelle Mantra, j'ai fait un x11, je suis sorti à x11. D'ailleurs, amen, alléluia, je suis sorti parce que cette crypto s'est complètement cassé la gueule. Ça a été... Là, elle avait pris, je crois, il y a 2 mois, moins 90% en 1 heure, tu vois. Ah oui. Donc il y a eu des coûts, tu vois, je te dis pas, il y a des coûts à faire sur les alts, mais pour moi, la seule crypto qui aura une vraie valeur long terme, c'est Bitcoin. C'est le seul en quel je crois, vraiment sur du long terme, que je peux garder des années. Ok. Donc là, tu nous as un petit peu parlé de tes deux casquettes, immobilier et crypto. Donc pour toi, d'après ton expérience, donc tu as perdu en crypto et tu as perdu aussi en immobilier, qu'est-ce qui serait le plus rentable aujourd'hui, tu dirais? Est-ce que ce serait investir pour faire de la LCD ou placer, on va dire, 100 000 en Bitcoin? Aujourd'hui, est-ce que la question c'est aujourd'hui? Ben ouais, on va prendre aujourd'hui. Ouais. En fait, pour moi, les deux, enfin si tu veux, je suis là où je fais le plus d'argent, c'est en crypto. Ouais. Là où je fais le plus d'argent, c'est en crypto. Mais quand tu es en phase de bear market, je suis très contente d'avoir l'IMO. Et encore, je te dis ça, mais ça, c'est mon expérience par rapport au dernier bull run que j'ai vécu, pas celui-là, mais celui d'avant, du coup, de 2021-2022, parce que j'avais pas à ce moment-là les compétences graphiques pour analyser si on était en bear market ou pas. Alors qu'aujourd'hui, je les ai. Donc, je pense que même en bear market, déjà, mes investissements, je les gérais beaucoup mieux qu'au dernier cycle. Et en plus de ça, quand tu sais trader, tu fais de l'argent aussi en bear market. Parce que du coup, tu peux miser. Voilà, exactement, tu peux shorter, tu vois. Donc, j'aurais tendance à te dire quand même la crypto, parce qu'en fait, c'est là où je gagne le plus. Donc, j'aurais tendance à te dire la crypto, mais en fait, c'est bien l'IMO, parce qu'en fait, c'est stable et c'est tellement moins stressant. Enfin, j'ai envie de te dire moins stressant. Ouais, après, palpable, je sais pas, tu vois, parce que moi, palpable, c'est pas un critère, moi, qui me rassure. Okay. C'est pas forcément un critère qui me rassure, parce que je pense qu'on est dans une génération qui se digitalise, tu vois. Donc, moi, tu vois, les marchés financiers aujourd'hui me font plus peur parce que je les comprends, tu vois. Je te dis pas que je vais toujours gagner parce que c'est impossible, tu vois. Ça peut m'arriver de faire des erreurs ou quoi, mais en tout cas, je sais que j'ai un profil malgré tout qui est assez prudent et donc du coup, voilà, je fais mes gains step by step, doucement et je sais ce que je fais surtout, tu vois. Maintenant, j'ai plus besoin de quelqu'un qui va me dire fais ceci ou fais cela. Le seul moment où j'ai besoin, c'est encore un petit peu de continuer mon apprentissage dans le trading pur. Mon investissement crypto, j'ai pas du tout besoin, tu vois. Donc voilà. Donc moi, je te dirais quand même plus crypto, je pense. Ok. Et bon, sur une année, on va dire le rendement en bear market. Le rendement moyen en bear market sur une crypto, on va prendre le Bitcoin, et sur la LCD. Ah oui, non, mais après, tu me parles de bear market, il n'y a pas de rendement du coup sur les cryptos. Enfin, sauf si tu fais du trading, tu vois. Mais en fait, en bear market, toi, tes cryptos, elles perdent tous 80%. Enfin, Bitcoin perd 80% en bear market. Alors peut-être que maintenant, il ne perdra pas 80%, peut-être qu'il va en perdre 50%. Tu vois, mais c'est déjà énorme. Mais tu vois, si tu fais que de l'investissement, tu n'as pas de rendement en bear market. C'est sur le trading où effectivement tu vas en faire. Après, en bull run, tu peux faire des trucs de fou, tu vois. Ok, et donc ton rendement moyen à peu près en LCD, ce serait quoi à l'année?
Alors en fait, moi, c'est un peu compliqué de te répondre à cette question parce que du coup, mon bien, il fait partie d'un immeuble que j'ai au total. Ça veut dire qu'en fait, moi, ma mensualité de crédit, tu vois, enfin, toutes mes charges, Ouais. je les paye sur l'immeuble au total où du coup, j'ai du coup, l'appartement LCD et du coup, les appartements en longue durée. Donc en fait, moi, c'est une rentabilité globale que Ouais. je calcule et pas que la rentabilité de ma LCD. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, très bien. Donc du coup, mais bon, en fait, il faudrait vraiment, parce que je me suis jamais vraiment penchée là-dessus, il faudrait vraiment que je fasse ce calcul de par rapport à mon crédit, combien reviendrait le logement que j'ai dans l'immeuble et combien je gagne. Mais en vrai, c'est énorme. Parce que, enfin, déjà, ne serait-ce que l'immeuble en lui-même, j'étais à 12% de renta brute. Et je pense, en enlevant les charges, etc., je pense que je suis à minima, sur tout l'immeuble, hein, à minima à du 8% net. 8%. Ouais. Donc, bon, si je fais que la Love Room, enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire Love Room, parce Ah que oui, je crois que c'est c'est tout. vrai. Mais si je fais que la Love Room, je pense que déjà, la Love Room et que je fais au prorata les charges, etc., je pense que je suis entre facile 12% net, tu vois. Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais, c'est les chiffres à peu près entre du 10 et 12%. Ouais, je Surtout pense. sur une love room. Ouais, donc j'aurais plutôt dit ça, ouais. Ouais, c'est ça, ok. Est-ce que tu trouves que la crypto est plus risquée que l'immobilier? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément en vrai. Parce Ouais, que, surtout avec ton parcours. ouais, bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Parce qu'en fait, j'ai vu aussi le côté de l'immobilier très risqué. Et en fait, quand tu investis en immobilier, bah, tu investis des gros montants. Tu vois. Donc en fait, une erreur en immobilier, c'est peut-être plus rare, mais ça coûte beaucoup plus cher. Que tu Ok. vois, en crypto, je vais te dire, ok, tu as des rendements qui sont beaucoup plus intéressants, tu as peut-être plus de risques, mais tu vois, tu vas peut-être investir 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. En immobilier, tu vois, tu investis c'est déjà à différent. minima 50 000, 100 000, 200 000, 500 000. Donc en fait, indirectement, j'ai envie de te dire, la crypto est peut-être plus risquée en fonction, enfin, c'est d'investir sans connaissance, mais en fait, de toute façon, investir sans connaissance en crypto ou en IMO, c'est risqué. Donc, la crypto est peut-être plus risquée parce que ça va plus vite, tu vois, c'est plus de volatilité. Psychologiquement aussi, ça t'atteint plus, donc l'immobilier est plus stable. Mais pour moi, en immobilier, une erreur, elle te coûte beaucoup plus cher qu'en crypto, tu vois. Ok. Donc du coup, moi, je dirais, si tu restes sur du Bitcoin sur 5 ans, 10 ans, t'as pas de risque, là. Enfin, t'en as très peu, tu vois. Par rapport à l'immobilier, où en fait, demain, ça crache, les taux, ils augmentent. T'as une ville, je te dis n'importe quoi, où t'as la moitié des entreprises qui bougent, Se délocalise, tu ouais. vois. Moi, je dirais, t'as plus de risques en crypto parce que t'as plus de volatilité. Après, encore une fois, ça dépend sur quelle crypto t'as investi. T'as investi sur des têtes de chiens, etc. Oui, LDR, tu vois. Genre, bien sûr que l'immobilier, c'est beaucoup mieux, tu vois. Mais l'immobilier, si tu compares l'immobilier et le Bitcoin, on va dire ça. Voilà, c'est Si ça. tu compares l'immobilier et le Bitcoin, je trouve que l'immobilier est plus risqué. Ah ouais, Ouais. ok. Et pourquoi? Bah, parce que Bitcoin, c'est une conviction. Tu sais, je me suis tatoué un Bitcoin et tout, quand même. Ah ouais. Je sais qu'on dit que c'est l'or digital, mais quand même. Non, parce qu'en fait, pour moi, c'est pas qu'une question de l'or digital, tu vois. Parce que l'or en soi n'est pas une vraie révolution. L'or, c'est une Ouais. réserve de valeur, tu vois. Mais pour moi, en fait, Bitcoin, il va sauver tous ceux qui l'utilisent. C'est même pas les États, tu vois. C'est tous ceux qui l'utilisent en fait, la manipulation des monnaies, tu vois. Genre quand les États, les banques centrales, etc., ils sont en train d'imprimer de la monnaie, c'est bien, tu vois. Moi, mon Ouais, ouais. immobilier, c'est cool, tu vois, genre génial, super. Je l'ai acheté tant, j'ai les loyers qui rentrent, etc. Mais en fait, moi, mes loyers, ils perdent de la valeur Ils au perdent fur de et à la mesure valeur. des années, tu vois. Alors qu'en fait, Bitcoin, c'est tout le contraire. Au fur et à mesure des années, il prend de la valeur parce que les gens prennent conscience de ce que c'est. Ils savent qu'il n'y en a que 21 millions. T'imagines, il y a Ouais. 21 millions de Bitcoin, il y en a plein déjà qui sont perdus. Donc en réalité, en totalité, il n'y en a pas 21 millions Ouais. d'accessibles. Et en fait, il y a beaucoup plus de 21 millionnaires déjà sur Terre, tu vois. Donc ça veut dire que déjà, même tous les millionnaires ne pourront pas Ouais. avoir un Bitcoin en entier. Donc en fait, on est encore assez early finalement par rapport à ce que c'est que le Bitcoin et ce que c'est dans la tête des gens, tu vois. Même si là, au niveau de ce cycle-là, tu vois, là, le Bitcoin, oui, il a bien pump et du coup, il faut faire attention parce que c'est pas dans les prochaines années forcément le moment le plus optimisé pour en acheter. Et c'est pour ça qu'en fait, comme tu disais, on en parlait tout à l'heure, faire un DCA, c'est pas mal parce qu'au moins tu lisses ton prix d'entrée. C'est ça, ouais. Tu vois, si ça continue de monter, bah toi, tu gagnes de l'argent. Et si ça baisse, c'est pas grave parce que du coup, tu vas en acheter moins cher. Après, ouais. Mais moi, j'ai une conviction, c'est effectivement que le Bitcoin, il va être là pendant des années. Je serai morte qu'il sera encore là, tu vois. Et en fait, il va redonner sens et confiance en la monnaie de quelque chose. Parce qu'en fait, en réalité, les autres monnaies, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar, etc., pour moi, c'est trop manipulé. Il y a trop de corruption autour. Voilà. Tu vois, on ne sait plus trop. Enfin, moi, je me rappelle, hein, justement, Covid, où il y avait le confinement. Moi, je t'ai dit, j'étais au chômage partiel. En plus de ça, j'avais une auto-entreprise dans le marketing digital. Et en fait, du coup, les aides, elles tombaient à foison. Ouais. Alors, en fait, c'était la belle époque. Hein. Moi, j'étais bloquée chez moi et c'est pour ça que je me suis aussi créé mon épargne, tu vois. J'étais bloquée chez moi, mais en fait, t'avais de l'argent qui tombait du ciel. C'était vraiment ça, tu vois. J'avais de l'argent qui tombait du ciel. Bah, génial. Je vous remercie, tu vois. Mais
Mais du coup, tu vois, quand tu fais ça, forcément, il y a des répercussions derrière, tu vois. Et ta répercussion, elle se fait sur... Tu le vois pas, toi, en termes de chiffres sur ton compte en banque, parce que tu vois toujours le même solde. Mais par rapport à la valeur de ce que tu peux acheter avec ce même solde comparé à, justement, avant Covid, il y a déjà une très grosse différence, tu vois. Donc, en fait, même là, avec le... Tu vois, il y en a, ils se disent, ouais, je veux pas investir en immobilier, je mets de l'argent de côté. Ok, bah très bien, bah, garde ton argent de côté. Sauf qu'en fait, là, ce que tu pouvais acheter avec de l'immobilier, avec ce que tu avais sur ton compte il y a 10 ans, aujourd'hui, tu peux pas. Tu vois ce que Et je je veux pense dire? qu'il y en a plein qui pensent ou qui ont la conviction qu'en fait c'est leur immobilier qui prend en valeur, alors qu'en fait c'est juste leur argent qui dévalue. Oui, mais en même temps, en fait, l'inflation, elle n'est pas non plus hyper mauvaise quand tu fais l'immobilier locatif. Pourquoi? Parce que, en fait, indirectement, toi... Ça se répercute sur les loyers. Voilà, ça se répercute aussi sur les loyers, et indirectement, en fait, si tu veux, les loyers, tu vois, c'est pris en compte par tu sais, l'INSEE, etc., quand tu fais tes révisions annuelles, tu vois. Donc, quand tu vois, eux, ils vont augmenter les loyers. En fait, au fur et à mesure que l'inflation, elle augmente, bah, au fur et à mesure, tes loyers aussi augmentent. Sauf que toi, quand tu as acheté il y a quelques années, bah, en fait, ta mensualité de crédit, elle ne bouge pas. Donc, en fait, indirectement, avec l'inflation, ta rentabilité, je ne vais pas te dire qu'elle augmente en termes de renta. On va dire ça va parce que tu as les mêmes mensualités de crédit pour des loyers qui vont augmenter. Mais par contre, la valeur de ton bien en elle-même, bah, même si tu fais une plus-value indirectement, tu vas récupérer du cash, mais c'est le cash qui valait la même valeur qu'il y a 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Quand tu vois, on parlait du risque de l'immobilier, bah, ça, c'est un autre risque. Tu vois, c'est un risque que les gens, ils n'en ont pas forcément conscience, ils le prennent pas forcément en compte. Pour moi, Bitcoin est moins risqué. Pour moi, Bitcoin, il craint pas l'inflation. Tu vois. Donc, en fait, quand mon argent, je le place dans Bitcoin, je sais que c'est mon argent qui prend de la valeur et pas l'inverse. Ok. Et donc en tenant compte de tout ce qui est volatilité, etc., est-ce que tu as un moyen de sécuriser justement ton IMO et ta crypto? Un moyen de sécuriser mon IMO. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, du coup, justement, tu disais, bah, toi, tu vois, l'IMO, c'est palpable et tu disais que ça te rassure. Moi, à l'inverse, c'est ce côté-là de l'IMO que j'aime moins parce qu'en fait, c'est pas liquide. Demain, tu as un souci, tu peux pas le vendre comme ça. Tu vois que le marché il se casse la gueule, bah, il va falloir trouver un vendeur qui accepte de te le reprendre au prix auquel toi, tu as investi dedans, au minimum, tu vois, si tu veux pas faire une moins-value. Au minimum, tu vois. Je te parle d'un schéma où c'est compliqué, tu vois, une ville vraiment qui perd en valeur au fur et à mesure. Donc, sécuriser l'IMO, je trouve que c'est compliqué. Hein, Après, en je vérité. trouve que tu le fais déjà plus ou moins en te diversifiant sur les loyers et faire de la LCD en même temps, tu vois. Oui. Tu te bases pas que sur de la LCD. Oui. Donc demain, si tu prends un Covid, tu as le long terme et vice-versa. Oui, effectivement. Alors, si tu parles de ce point de vue-là, moi, je trouve que ma stratégie d'acheter des immeubles est très bien. Parce qu'en fait, il y en a qui vont acheter, tu vois, par exemple, moi, les prix de mes immeubles, c'est le prix de certains appartements dans des grandes villes. Ouais. Tu vois, même si Béziers, c'est déjà une moyenne ville, tu vois. Mais par exemple, moi, les prix de mes immeubles, ça va être le prix d'un appartement peut-être à Montpellier ou à Marseille, tu vois. Donc, en fait, moi, je préfère acheter un immeuble parce qu'en fait, tu vois, genre, s'il y a un locataire qui paye pas, ça m'impacte moins que si j'avais acheté un appartement. Tu vois, parce que du coup, ben, la sécurité, c'est que j'ai plusieurs locataires pour le même crédit. Donc, en fait, s'il y en a un qui demain ne paye plus son loyer pour X ou Y raison, ben, en fait, les autres locataires remboursent quand même une partie du crédit ou même la totalité si j'ai du cash flow positif, tu vois. Donc, ça va impacter mon cash flow positif, mais indirectement, je ne me mets pas en danger non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense qu'acheter des immeubles, c'est peut-être plus sécurisant que d'acheter un appartement. Tu vois, si tu devrais avoir le choix. Donc, ça, c'est pour l'IMO. Et pour la crypto, bah, y a ce qu'on appelle des stablecoins. En fait, donc ça, c'est pour ceux qui investissent, qui ont envie en fait de revendre leurs cryptos sans tout de suite les revendre et les injecter sur leur compte personnel. Parce qu'en fait, on peut faire ça. Hein. Il y en a, ils pensent qu'une fois que c'est un crypto, on ne récupère pas son argent, comme on récupère, etc. Votre argent, vous pouvez le récupérer directement sur votre compte personnel, ça, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où vous transférez vos cryptos en euros, vous êtes imposé sur la plus-value. C'est-à-dire que si vous avez investi 1000 euros en crypto, que vous gagnez 2000 euros, et que ces 2000 euros-là, vous les versez du coup sur votre compte bancaire, vous êtes imposé sur les 1000 euros de plus-value que vous avez fait. Donc là, vous payez 30%. Donc en fait, vous avez 1700 et 30% d'impôts. Donc ça, il faut le savoir. Et il y a une méthode pour, c'est pas esquiver la plus-value, parce qu'en réalité, c'est juste pour mettre en pause votre investissement. Si vous sentez que là, je vous dis n'importe quoi, voilà, vous avez 1000 euros que vous avez investi, vous faites une plus-value encore 2000 euros, donc vous êtes à 2000, et que vous dites, OK, là, le marché, je pense qu'il est en surchauffe, j'ai pas forcément envie de récupérer ces 2000 euros tout de suite, mais je préfère les sécuriser et attendre le prochain bear market pour les réinjecter. Par exemple, bah là, vous pouvez mettre ces 2000 euros et les sécuriser en stablecoin. En fait, les stablecoins, c'est des cryptos qui sont indexés sur le prix du dollar ou de l'euro et donc qui n'ont pas de volatilité. C'est pour ça qu'on les appelle les stablecoins, parce que du coup, c'est des cryptos qui sont stables. Et en fait, si vous restez en crypto, en tout cas pour l'instant, au moment où on fait ce podcast, peut-être que ça changera plus tard, pour l'instant, vous n'êtes pas imposé. Ok, ouais, c'est donc les USDT, etc. Exactement. USDT, USDC. L'USDT, je ne sais pas si on va pouvoir l'utiliser encore très longtemps en Europe, parce que bah, du coup, l'Union européenne met en place des lois pour réglementer en fait, les stablecoins, pour éviter justement que les sociétés en fait, qui émettent des stablecoins partent avec la caisse.
l'USDT, c'est un nombre de lois qui met beaucoup de restrictions. Voilà, qui demandent par exemple aux émetteurs de stablecoin de donner l'identité de chacun de leurs clients. Bon, voilà, par exemple, en fait, c'est surtout pour que l'Union européenne ait plus, je pense, de contrôle sur tous ces mouvements-là. C'est mon point de vue personnel, mais bon, l'USDT a refusé de se contraindre à cette loi, qui s'appelle la loi MiCA. L'USDC a accepté. Donc, il y a des chances que l'Union européenne n'accepte plus l'USDT, peut-être dans l'Union européenne d'ici quelques mois, quoi. Mais l'USDC, mais c'est le même principe. L'USDT, l'USDC, c'est le même principe. Donc, et niveau LCD, qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans les love rooms plutôt que mettre ton appartement, le décorer et puis le mettre en Airbnb? Alors, en fait, pour ne rien te cacher, c'est mon ex qui avait une love room. Ok. Et en fait... À Marne-la-Vallée, du coup? Non, pas du tout. Ah, ok. C'était plus dans le nord de la France. Et en fait, moi, ce gars-là, je le fréquentais quand j'achetais mon premier immeuble. Lui, il n'avait pas d'immeuble, etc. Juste, il avait des associés qui investissaient dans l'immobilier. Donc, il avait... avec ses associés, ils avaient une love room. Je connaissais pas du tout ce que c'était. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop stylé comme idée. Ouais. Et du coup, bon bref, après on s'est séparés. Et du coup, quand j'ai acheté mon premier immeuble, j'ai fait love room. Mais j'ai gardé l'idée, je me suis dit, quand je ferai des travaux, j'en ferai une parce que c'est hyper rentable. Et du coup, j'en ai fait une. Maintenant, ça c'était en 2021, mais en fait, tout le monde sait. Enfin, maintenant, il y en a beaucoup. Donc c'est moins rentable qu'avant quand même. Ça dépend dans le secteur de là où tu investis. Mais ouais, du coup, j'en ai une. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et par exemple, quand tu venais de commencer, la nuitée, tu la faisais à combien comparé à maintenant? Franchement, ça n'a pas trop changé. En fait, franchement, le prix de ma nuitée, elle n'a pas forcément énormément changé parce que ça se loue. Ça va. Et puis en réalité, tu vois, moi, là, on est en 2025. J'ai pas non plus énormément de recul. J'ai commencé à louer ma love room, c'était fin 2022. Donc 2023, 2024. Là, tu vois, ça fait 2 ans et demi. Ah, quoi que le marché du Airbnb... Oui, bah là, si tu veux, c'est 2022 quand les taux, ils ont commencé aussi à augmenter, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi, ça a été à peu près la période où j'ai commencé à la louer aussi, finalement, tu vois. Donc en fait, moi, j'ai pas eu de grosses différences. Après, je vois que j'ai de plus en plus de concurrents. Ouais. Moi, si tu veux, là où il y a surtout une grosse différence de tarif sur ma LCD, c'est parce que Béziers, tu as la saison et hors saison. Tu vois. Donc en fait, c'est surtout en saison où on fait le plus gros du chiffre. Le fait que ce soit une love room, je peux louer encore plus cher que les autres LCD qu'il y a sur le marché. Mais en réalité, sinon, d'une année sur l'autre, soit j'ai pas assez de recul parce que ça fait que 2 ans et demi, soit, tu vois, je rentre 2022 et 2023, moi j'ai pas... 2023 et 2024, j'ai pas senti une grosse différence de chiffre d'affaires. Même moi, j'ai fait plus de chiffres en 2024. Ok, même au niveau du taux d'occupation, t'as pas eu de... Ouais, non, j'ai pas eu trop de... en fait, mon taux d'occupation, j'ai pas eu l'impression d'avoir de différence, tu vois. Ok, bon, ça va là. Ouais, ça va. Parce que pour la majorité des gens, ça a baissé, c'est ça? Déjà, il y a plus d'offres que de demandes, déjà. Okay. Sur le marché Airbnb, il y a plus d'offres que de demandes. Et puis, c'est vrai qu'après, on a eu, je sais pas, t'as peut-être pas eu le temps de regarder, mais on a vu Kevin. Ouais. Qui, lui, c'est le roi des love rooms, mais sur Mulhouse. Ok. Mais lui, le truc, c'est que il a 30 appartements en love room. Ah ouais. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps, c'est lui qui met les prix. Donc, limite, s'il veut casser le prix, il met la love room à 80 €. Ses concurrents, ils sont obligés de la mettre à 80 €, tu vois. Donc, c'était par rapport à ça, mais il disait que, il voit de plus en plus de concurrence et des fois, il est obligé un petit peu de... Ouais, c'est sûr. Après, moi, c'est sûr que la concurrence, je vais pas te mentir, hein, je la vois aussi. Enfin, moi, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à faire ma love room, on était 3. Ouais. On n'était que 3. Là, on a passé les 10. Tu vois. Et par contre, il y a beaucoup... en fait, moi, la personne qui m'a formée avec cette formation gratuite, du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui sont arrivés et qui ont investi à Béziers. Donc, c'est cool parce que la ville prend en valeur. Ouais. Tu vois. Donc, ça, c'est bien pour tes biens immobiliers et ton patrimoine. Mais indirectement, il y a beaucoup de gens, du coup, qui font les stratégies qu'on apprend sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui font de la location courte durée. Et en fait, comme on est dans une ville où, en fait, en plus, tu as la saison, en fait, il y a beaucoup de location courte durée pendant la saison, tu vois. Ouais. Et très peu de gens qui louent en longue durée. Mais du coup, des fois, tu vois, ça vaut la peine de se demander, est-ce que je le mets pas en longue durée? Parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à se loger. Donc en fait, tu peux louer en longue durée avec un loyer assez cher. Ouais, c'est ça, tu vois. Ou du coup, en fait, les gens, ils ont besoin de se loger. Ils disent, ok, même si là, c'est un peu cher, en vrai, au moins, je suis tranquille, j'ai pas besoin de bouger tous les ans, de changer de logement, etc. Donc au moins, j'ai ma stabilité. Et en plus, il suffit que tu fasses des logements qui soient clean, stylés, tu vois, sans faire un truc à la love room, tu vois. Mais il suffit que tu fasses un logement rafraîchi, propre, tu vois, avec un peu des trucs un peu tendance, tu vois, les gens, ils restent. Et la durée de tes séjours, à peu près Non, en love room, moi, c'est très court. Ouais, c'est une nuit. Ouais, ça va, j'ai très rarement 3 nuits, tu vois. Mais je peux faire 1, 2 nuits, mais non, c'est pas du tout... Même en été quoique, je te dis ça, mais là, tu vois, il y a un gars, il est resté 10 jours dans mon logement. Mais si après en été, oui, il y a des gens qui restent une semaine, une semaine, 2 semaines. Mais là, tu vois, genre hors saison, parce que bon, là, on commence tout juste à être dans la saison, mais là, tu vois, il est arrivé fin avril. Je crois qu'il partait aujourd'hui, tu vois. Okay. Donc en fait, il y en a quand même qui le font,
mais c'est rare. Enfin, les love rooms, c'est pas des logements qui sont appropriés pour que les gens y restent. Tu vois, sauf si effectivement tu es dans une ville saisonnière où du coup pendant les vacances ils sont un kiff et tout. Ouais. Mais sinon, pour moi, c'est plus, ouais, franchement, 2 nuits max. C'est très rare que j'ai au-dessus de 2 nuits hors saison surtout. Ouais, je trouve que c'est ça l'inconvénient avec les love rooms, Mm. c'est que tu chiffres plus, genre la nuitée, mais la Ah ouais. rotation est plus... C'est ça, au niveau des frais de Ouais, ménage c'est et tout, ça, exactement. tu te fais défoncer. Mhm. Par exemple, une love room, tu peux pas la mettre à 3 nuits minimum ou 2 nuits minimum. Ouais. Ouais, ou sinon il faut que tu casses tes prix. C'est ça. Et tu as déjà utilisé, je pense que oui, les loyers que tu prenais ou les revenus que tu prenais de la LCD pour les réinjecter en crypto, demander peut-être des loyers. Il y en a qui commencent à le faire, demander des loyers directement envoyés en crypto directement. Alors non, j'ai jamais encaissé des loyers en crypto. Alors moi, par contre, il y a des trucs, tu vois. En fait, pour certaines personnes qui regarderont, je pense que j'ai un profil d'investisseuse assez risqué. Parce que tu vois, je fais de la crypto, je fais du trading, tata. Ok. Mais par contre, je suis hyper carré. Genre, même, mais tu vas me dire, personne fait ça, peut-être, je sais pas, tu vois. Mais même mes loyers que je récupère en cash, je les déclare. Je déclare vraiment tout parce que je pense que je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui est droit, je suis quelqu'un qui est loyal. Ok, bah moi je joue avec les règles du jeu, mais je respecte les règles du jeu, tu vois. Je suis pas une mauvaise joueuse. Ouais. Donc en fait, les règles de la fiscalité, je les respecte. Ce que je gagne, je déclare tout. Mes cryptos, tu vois, c'est pour ça que je n'ai même depuis que je suis dans la crypto, tu vois, j'ai jamais reversé de mes bénéfices sur mon compte en banque parce que je ne veux pas être imposé sur mes cryptos. Donc en fait, tu vois, moi je joue les règles jusqu'au bout et comme là, tu vois, je me rends compte que les règles, en fait, en France, elles sont très difficiles parce que même quand tu vois, genre, t'essayes d'adapter ta fiscalité, bah, la fiscalité, elle va changer, tu vois, ils vont changer le régime LMNP, En fait, pour moi, c'est trop, tu vois. Donc, moi, tu vois, genre, je me suis dit, ok, mais je vais respecter les règles jusqu'au bout, mais par contre, vous allez me perdre, les gars. Parce que moi, j'arrête le jeu et je pars ailleurs, tu vois. Donc en fait, j'ai envie de te dire, non, j'ai jamais pris de loyer en crypto. J'ai toujours déclaré tous mes loyers. Par contre, oui, évidemment que des cryptos qu'on m'a payé sur mon compte bancaire, je les ai injectés en crypto. En 2022, quand tout a commencé à être loué, que moi j'avais fini mes travaux et tout, c'est la première chose que j'ai fait. C'est que tous les mois, j'avais peut-être la moitié de mes loyers, ils partaient dans la crypto, tu vois. Donc tu faisais du dessin un petit Ah oui, peu. ah oui, oui. Non, mais c'est pour ça que je te dis, moi j'ai 2 profils d'investissement. Ouais, J'ai la partie investisseuse et la partie tradeuse. Sauf que pour moi, tu vois, il y en a beaucoup qui vont dire oui, DCA c'est la meilleure stratégie, etc. Alors c'est la meilleure stratégie pour quelqu'un qui débute, qui ne veut pas se prendre la tête et qui n'a pas de connaissances. C'est une très bonne stratégie. Mais moi, j'aime bien dire que la meilleure stratégie pour un investisseur, c'est le DCA optimisé. Et pour moi, le DCA optimisé, c'est pas pendant le bull run, tu vois. Genre pendant le bull run, le prix il est trop haut. Donc attends un bear market, attends la phase de stabilisation. Donc là, tu dirais Ah non, moi je fais pas de DCA là. Okay. Je fais pas de DCA là. Enfin, si je fais un DCA, c'est très court terme, mais parce qu'en fait, c'est plus. J'appelle ça plus de la spéculation. En fait, je vais spéculer, je vais dire, ok, je fais un DCA sur tel altcoin pendant une semaine pour lisser mon prix d'entrée et je vais la revendre dans un mois. Donc en fait, tu vois, genre, c'est pas un vrai DCA, tu vois, c'est pas un DCA d'investissement. C'est plus, je vais faire un DCA pour lisser mon prix d'entrée sur une entrée sur une crypto, tu vois. Mais c'est pas. Voilà. Donc là, à l'heure où on parle, là, on a atteint les 100 000. Ouais. Donc là, tu dirais à tout le monde de stopper. Je dirais pas à tout le monde parce que je fais pas de conseil en investissement. Voilà, exactement. Mais en tout cas, mais moi, en tout cas, je fais pas de DCA là. Ouais, tu fais pas de DCA. Non. Okay. Moi là, ça fait longtemps que j'ai arrêté le DCA. Ah ouais? Ouais. Moi, mon DCA, il s'est arrêté mars 2024. Mars 2024. Donc là, ça fait plus d'1 an, tu vois. Et la période... Ah oui, mais toi, t'avais déjà pris beaucoup. J'allais dire la période... Trump, c'était quoi, janvier, c'est ça, non? Ouais, bah c'était de novembre. Bah là en fait, moi j'ai pris des bénéfices. Ouais. Et là, j'ai remis en alt, enfin j'ai remis en stable. Ouais. Tu vois, donc j'ai pris des bénéfices en novembre-décembre, mais j'en ai pas pris assez. Parce qu'en fait, moi pareil, tu vois, j'étais là en mode un peu comme tout le monde. Ouais. Ah, l'alt season, il arrive, l'alt season, il arrive. Sauf qu'en fait, moi j'étais déjà. Je faisais déjà des très très bons rendements, tu vois. Ouais. Donc en fait, j'ai commencé à retirer déjà en novembre-décembre. Et en fait, bon là, depuis janvier, depuis que finalement Trump est arrivé, on a eu la grosse baisse. Et en fait, là, j'ai commencé à réinjecter petit à petit. C'est ce que j'allais dire, t'as réinjecté quoi? Quand il était à 75 à peu près? Non, parce que en fait, là, tu vois, pour moi, c'est tellement risqué que là, c'est vraiment, je réinjecte en mode trading, plus qu'en mode investissement, ouais. Okay. Donc là, c'est je rentre, je sors, je rentre, je sors. En fait, c'est vraiment graphiquement, parce que c'est... En fait, comme on arrive dans la dernière phase du cycle, c'est la phase la plus risquée. C'est la phase où ça monte le plus vite, où c'est plus exponentiel, mais en même temps, c'est la phase où ça va aussi descendre le plus vite, tu vois. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser que les institutions sont arrivées et que du coup, il n'y aura pas de bear market, etc. Et ça, j'y crois pas du tout. Okay. Moi, je suis sûre et certaine qu'il y aura un bear market. Maintenant, la réalité des choses, c'est quand est-ce que le bear market va arriver. Et ça, c'est encore autre chose. Et pour moi, c'est pour ça que je suis très contente d'avoir aussi commencé à apprendre le trading, parce que, en fait, même sans faire du trading, c'est très important de savoir lire un graphique et de savoir se dire, ok, et ben là, c'est un moment pour vendre. Ou même pour optimiser ton entrée, là, c'est un moment pour acheter. Et là où moi, j'étais très bonne pour prendre mes bénéfices,
même sur la sortie, parce qu'à un moment, là, cette année, je te dis, à un moment, j'étais complètement sortie du marché, en février, tu vois. Et là, tu vois, j'ai eu un peu de mal à re-rentrer quand même sur le marché. Donc, c'est pour ça que je faisais vraiment entrée-sortie, 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 parce que pour moi, c'est trop risqué. Normalement, en crypto, tu as une citation qui dit Sell in May and go away. Et en fait, on est 1 May. Ok. Tu vois. Donc, bon, là, graphiquement, j'ai envie de te dire, en vrai, ça va. Tu vois, genre, là, on a eu un gros pump hier et tout, qui confirme qu'on continue aussi pour l'instant. Mais je suis pas à l'abri de te dire, dans 2 semaines, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ou en tout cas, pour moi, il y a toujours une phase creuse, peu importe le moment du cycle, c'est l'été. Parce que tu as les institutionnels qui partent en vacances, etc. Ouais. Tu vois. Et donc, à ce moment-là, les marchés sont ralentis et eux, ils ne laissent pas traîner leur argent sur les marchés comme ça, sans regarder, tu vois. Donc, en fait, souvent, ils prennent leur profit, ils reviennent août, septembre. Ok. Ouais. Et quand tu rentres, tu sors, tu le laisses à peu près combien de temps? Alors, ça dépend. Franchement, c'est pas moi qui choisis, c'est le graphe. En fait, ça dépend si tu Ouais, veux. ça dépend. En trading, tu as 3 types de trading. Tu vas avoir le scalping. Scalping, c'est vraiment 1 minute, 5 minutes. Tu fais ton entrée et donc peut-être 1 heure, 2 heures après, tu es ressorti, tu vois. Donc ça, c'est le trading le plus rapide et le plus stressant aussi, tu vois. Ça, tu le fais pas? Tu le fais? Si je le fais quand j'ai le temps de me poser. Ouais. Là, en ce moment, je t'avoue qu'avec mon déménagement en Thaïlande, gérer mes trucs IMO, faire justement des podcasts et tout, là, le scalping, j'ai pas le temps de me poser. Je sais que je me reprendrai une routine en scalping vraiment quand je serai installé en Thaïlande. Là, pour l'instant, je le fais pas. Après, tu as 2 autres types de trading. Tu as ce qu'on appelle l'intraday et tu as le swing. L'intraday, c'est tu achètes le matin, tu revends le soir, par exemple. Donc, c'est en fait, tu trades dans la journée, tu vois, donc plus sur des 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Tu vois, tu regardes les graphiques sur cette time frame-là. Et après, tu as ce qu'on appelle le swing. Et là, le swing, c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Tu vois. Donc moi, je suis plus swing et scalping. Sauf que la scalping, en ce moment, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Et swing, je le fais, mais là, en ce moment, je fais très attention parce que pour moi, on est plutôt dans une dernière phase de marché. Donc en fait, je prends aucun risque. J'attends vraiment d'avoir des confirmations haussières pour rentrer. Et dès que j'ai des confirmations baissières, je vends. Tu vois. Ou alors, je vais shorter, mais là, en ce moment, c'est pas le moment. Ok. Et donc la plateforme que tu utilises le plus, en tout cas pour tes investissements, pas pour trading, c'est Binance? Non. C'est... Pour mes investissements, en fait, si tu veux, alors je t'explique. Moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Mex, où il y a KuCoin aussi que j'utilise. Il y a Mex et KuCoin. Mais en fait, moi, si tu veux, mes investissements ne restent pas sur les plateformes. Ok. Tu Donc, les prends, ouais. tu les mets et après Voilà. tu les mets sur une Voilà. clé ou autre. Voilà, exactement. Parce que, en fait, comme je te disais, moi, il n'y a que Bitcoin en investissement long terme. Ouais. Donc, en fait, voilà. Soit j'achète du Bitcoin, soit je vends en stable, peu importe, tu vois. Mais tout de suite, ça part sur un wallet. Donc ça reste pas sur les plateformes. Et je ne garde que mon capital de trading sur les plateformes. Et là, du coup, oui, je vais faire des alts et tout, tu vois. Ok. Et Donc en fait, je peux acheter, en investissement, je peux acheter ou vendre soit sur Mex, soit sur KuCoin. Mais de toute façon, ça reste jamais sur ces plateformes-là, tu vois. ok. Et ça t'a jamais... parce que dans certains pays, maintenant, tu peux acheter de l'IMO avec de la crypto. Ça t'a pas encore... Je peux acheter des quoi? de l'IMO avec de la crypto. Ah, aussi. Mais même en France, hein. Ah ouais? Ouais, moi, si tu veux, je te donnerai mon contact. J'ai un notaire qui le fait. Mon notaire, il le fait. Ça a été le premier notaire en France à faire une opération crypto en IMO. Ah, ça, je savais pas. Voilà. Bon, après, ça t'évite pas la flat tax. Ouais. Tu payes quand même la flat tax quand tu sors tes cryptos, tu Ouais. vois. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Et bon, moi, je l'ai jamais fait pour l'instant. Maintenant, oui, en partant en Thaïlande, de toute façon, moi, je pense acheter en Thaïlande. Donc, il y a des chances que j'utilise une partie au moins de mon capital en crypto. Ok. Bon, on va passer à la petite partie quiz. C'est vrai. Ouais, il y a une Mais tu petite m'avais pas partie dit que je quiz. devais passer une interrogation. Ah, là, c'est la partie quiz. Bientôt, il y aura un jingle et tout. Mais non. Donc, Clémence, Dis-moi. tu choisis quoi? Tu reçois tout de suite 100 000 à investir. Tu les places sur un bien en LCD dans une ville moyenne avec 10% brut de rentabilité. Même, on va dire net. Ouais, c'est mieux Voilà, pour on moi, va dire- parce que ouais, sinon, voilà. je vais te dire, bah non, pas Ouais, du tout. voilà, net de rentabilité. Ou tu les places dans une crypto émergente avec un potentiel de x5, mais 50% de volatilité. LCD. LCD en Thaïlande, par contre. Ah, ok. Pourquoi? Parce que 100 000, je mettrais, si j'ai 100 000, je ne le mettrai pas sur une crypto émergente, je le mettrai que sur Bitcoin. Mais comme tu m'as pas dit Bitcoin, et ça sera LCD en Thaïlande. Ok. Et parce qu'en réalité, c'est pas ce que je vais faire, mais je pars en Thaïlande et je vais acheter un bien qui sera normalement pour moi. Plus tard, je compte en acheter un autre en Thaïlande, et du coup, celui que j'aurai acheté pour moi, je vais le mettre en LCD, tu vois. Ok. Donc en réalité, là, à l'heure actuelle, dans tes deux propositions, c'est plutôt la proposition de la LCD qui correspond à ma stratégie de ce que je veux faire, tu vois. Et je sais qu'en Thaïlande, tu as un système où tu n'es pas totalement propriétaire, c'est ça? Ça dépend. Ok. Parce que ça, c'est très peu connu. Enfin, c'est très peu connu. Alors, ça dépend. En fait, je vais t'expliquer comment moi, je vois les choses en Thaïlande. Ok. Déjà, effectivement, en Thaïlande, quand tu as un bâtiment, il faut que la moitié appartienne à un Thaïlandais. D'accord. Mais quand tu as un immeuble avec des Donc là, c'est appartements... un immeuble que tu vas acheter Non, en moi Thaïlande? je vais acheter un appartement. Et D'accord. donc en fait, il faut que dans ton immeuble, la moitié de l'immeuble appartienne à des Thaïlandais
mais le reste peut très bien appartenir à des étrangers. Donc en fait, tu peux très bien être propriétaire d'un appartement en Thaïlande à 100%, que tu vas léguer à tes enfants comme un appartement en France, mais du coup, il faut que au moment de l'achat, on vérifie les quotas. Qui est propriétaire, est-ce qu'il y a suffisamment de Thaïlandais dans l'immeuble, etc. Et en fait, là, tu vois, mais ça, c'est les agents et les avocats là-bas, parce qu'il n'y a pas de notaire là-bas, c'est que des avocats. C'est les avocats qui, au moment des papiers, ils vérifient, oui, voilà, vous êtes étrangère, ok, vous pouvez bien, effectivement, acheter un appartement dans cet immeuble. Enfin, eux, ils disent des condos, donc effectivement, vous pouvez bien acheter un condo dans cet immeuble, parce que au niveau des quotas, on est bon. Et là, tu deviens propriétaire à 100%, il n'y a pas de question de terrain, de je sais pas quoi. Là, tu es propriétaire à 100%. Donc ça, c'est pour les condos. Pour les villas, c'est un peu différent, et moi, je t'explique comment je perçois le truc. Alors après, reprenez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise, parce que j'ai pas encore investi en Thaïlande, et il se peut que je ne sois pas super bien informée. Donc, il y a peut-être eu une incompréhension dans ce que j'ai compris, mais moi, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, tu as en fait la maison et le terrain. Donc en fait, moi, je le vois comme de l'investissement commercial. Tu vois, dans l'investissement commercial, tu as les murs et le fonds de commerce. C'est ça. Et ben, pour moi, quand tu achètes une villa en Thaïlande, les murs, ils t'appartiennent. Tu fais construire ta villa, la villa, elle est à toi, à 100%, tu vois. Par contre, le terrain, il faut effectivement que soit tu sois associé avec un Thaïlandais, soit une société thaïlandaise, tu vois. Et effectivement, le terrain, tu as un certain laps de temps. Donc, je crois que c'est sur le laps de temps où j'ai peur de me tromper, parce que je crois que ça a changé il n'y a pas longtemps. Avant, il me semble que c'était 30 ans. Maintenant, je crois que c'est 99 ans que ça a changé. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que ça a changé, mais j'ai peur de me tromper. Donc, dites-le nous dans les commentaires. J'ai pas envie de vous dire une ânerie. Mais en fait, effectivement, le terrain, il faut que tu le renouvelles. Mais indirectement, en fait, une fois que tu as payé ton terrain pour X temps, si tu revends ta villa, la personne, elle rachète aussi, toi, la part de durée de terrain, tu vois. Donc du coup, voilà. Moi, pour l'instant, je compte acheter un appartement. Donc en fait, je suis pas impactée par cette histoire de terrain thaïlandais. Moi, j'achèterais dans un immeuble où le quota n'est pas impacté, tu vois. Donc moi, ça marche. Tu vois. Parfait. Deuxième question, un samedi matin, tu dois gérer une galère. Ouais, ça arrive souvent. Voilà, tu préfères gérer laquelle? Une serrure cassée et un client furieux dans ton appart LCD ou une chute brutale de moins 40% sur ton portefeuille crypto? Bah, la serrure, hein. Franchement, j'en ai rien à faire. Hein. Il peut crier, je lui achète une bouteille de vin ou je l'invite au resto et puis basta. Voilà. Moins 40%, ça fait mal. Hein? Ça fait mal moins 40%. Bah, bien sûr. Mais après, moins 40% en une journée, franchement, je vais te dire la vérité, ça arrive pas. Ok. Tu fais pas moins 40%. Même en altcoin. Alors, enfin, je te dis ça, je peux pas dire que ça arrive pas, parce qu'en réalité, si, quand tu as des scams en crypto, là justement, on en parlait tout à l'heure, Mantra, moi j'ai fait x11 dessus, et en fait, en réalité, en une journée, il a perdu moins 90%. Mais parce que c'est un scam. En fait, c'était un scam. Ça, je savais pas, tu vois. Donc, effectivement, quand tu tombes sur une arnaque en crypto, tu peux faire moins 40%, mais en fait, tu fais même plus moins 40%. C'est qu'en fait, tu vas faire moins 90%, parce que la crypto, elle va aller à la CAF, tu vois. Donc du coup, forcément, non, ça me fait pas kiffer d'avoir, de perdre, mais même tu m'aurais dit, mais même moins 20%. Moi, je préfère largement la serrure. La serrure, c'est quoi? Moi, j'ai pas de serrure connectée sur mes LCD. Tu vois. Donc en fait, moi, j'ai une serrure, je t'appelle le serrurier, dans 2 heures, il est là. En attendant, vas-y, je te paye ton resto, et c'est bon, le client, il est content. Et même auquel cas, il est pas content, c'est pas grave, ça fera un mauvais commentaire, ça arrive. Ça fait partie du jeu, en fait, tu vois. Ok. Le marché s'effondre demain. Ouais, lequel? Tu préfères que ce soit l'immobilier touristique qui prenne un coup, donc tes LCD, ou que ce soit Bitcoin et Ethereum qui perdent 70% de leur valeur? Ouf, LCD direct. Ah ouais? Ouais, moi je préfère que ce soit mes LCD qui perdent, que le marché de la LCD il tombe. Et j'ai envie de te dire, c'est pas grave, parce que soit je reste en LCD, mais du coup, il y aura moins de concurrents, parce qu'ils vont tous passer en longue durée, tu vois. Donc du coup, moi je réoptimise mon bien, et du coup, c'est pas grave, on va trouver des solutions stratégiques pour justement qu'ils soient plus attractifs, tu vois. Donc ça me dérange pas. Soit je revends mes LCD. Et en fait, comme du coup, je sais que mes biens, déjà, ils ont optimisé, ils ont pris de la valeur, en fait, je vais récupérer mon argent, tu vois, donc ça, c'est pas très grave. Donc en fait, dans tous les cas, je me dis, même auquel cas je le passe en longue durée, je sais que j'ai suffisamment bien acheté pour que, mais vraiment à minima du minima, tu vois, en fait, là, je parle pour le dernier appartement que j'ai acheté, je sais que si je le passe en longue durée, avec, si j'enlève la mensualité de crédit et les charges et tout, je suis vraiment à minima du minima à break-even, donc en fait, à l'autofinancement. Mais moi, j'aime pas être à l'autofinancement. Moi, je veux être en cash flow positif, tu vois. Donc, en vrai de vrai, même que je repasse tout en longue durée, je suis quand même... ma première love room, je serai quand même en cash flow positif sur l'immeuble. Donc, ça me dérange pas, tu vois. Par contre, l'autre appartement, je serai à l'équivalent. Donc, du coup, c'est pas le plus optimisé, mais auquel cas, c'est pas très grave. Parce que ça, c'est aussi mon pied-à-terre quand je rentre en France, tu vois. Donc, t'es vraiment pro crypto, du coup. Je sais pas si je suis pro crypto, mais... Quand même un peu. Non, mais je sais pas si je suis pro crypto, mais moins 70% sur Bitcoin et Ethereum. Enfin, quoi que tu me diras, moins 70% sur Bitcoin et Ethereum, j'en rachète aussi, tu vois. Mais quitte à choisir, franchement, je préfère la crypto. Ok. En fait, je te dis, moins 70% sur Bitcoin, moi, j'en rachèterais, tu vois. Ethereum, je m'en fous un peu, tu vois. Mais... Ok. Donc, tu ne peux investir que dans un seul actif pour les 10 prochaines années. Ouais. Tu préfères investir que sur la LCD 10 prochaines années, rien que ça. Ou que de Bitcoin.
que le Bitcoin, mais genre sans hésitation, parce que t'as pas d'humain à gérer. Franchement, l'humain, c'est trop. Ouais. Franchement, t'as certains clients, c'est trop fatigant, genre tu veux pas. Donc moi, c'est sans hésitation, sur les 10 prochaines années, si je dois avoir que un investissement, j'achète que du Bitcoin, et ouais, mais au calme, vraiment au calme. C'est vrai que le Bitcoin, c'est comment dire, un avantage et un inconvénient. Dans le sens où, là, tu auras que, comme tu dis, tu n'as que l'humain à gérer avec un fort rendement. Enfin, j'ai pas d'humain à gérer. Ouais, voilà, tu n'as pas J'ai d'humain pas à d'humain à gérer. gérer. Avec un fort rangement. Après, j'ai beaucoup de volatilité. Mais en fait, moi, j'ai tellement de conviction en Bitcoin, parce qu'en fait, c'est pas que la spéculation et l'aspect gagner de l'argent avec le Bitcoin. C'est qu'en fait, enfin, tu vois, c'est difficile à expliquer, mais en fait, tu as tout l'effet de rareté qu'il y a derrière, avec le fait de me dire que, bah, effectivement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin, il y en aura pour tout le monde, mais du coup, Mais pas beaucoup. mais à un prix élevé. Parce qu'en fait, si tout le monde en veut, le prix, il explose sur Ouais. Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tout le monde, tu vois, si tu veux, c'est pas qu'il y aura plus de Bitcoin disponible. Non. Si, en fait, tu pourras toujours acheter un Bitcoin. Mais plus les gens vont prendre conscience, bah bien sûr. Parce qu'en fait, là, tu vois, les gens ils commencent à prendre conscience, c'est Bitcoin, mais ils savent pas encore. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas réellement ce que c'est que le Bitcoin, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que demain, tu auras toujours même des millionnaires. Bah, il y a des multimillionnaires qui disent tu veux un Bitcoin? Bah, moi, je te le vends, mon Bitcoin, mais je te le vends 10 millions. Est-ce que tu me l'achètes ou tu me l'achètes pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu auras toujours des Bitcoins disponibles à l'achat, mais pas au même prix, beaucoup plus cher. Et en fait, moi, c'est ça. Donc là, en fait, tu me dis, là, sur les 10 prochaines années, bah oui, bien sûr, moi, c'est Bitcoin direct. Mais j'ai vu une vidéo justement qui parlait de ça, donc les avantages et inconvénients du Bitcoin. Ouais, Donc fort rendement. ouais. Mais aussi après, pour les investisseurs, on va leur proposer, on va dire, même les business angels, tu vois. On va leur dire, voilà, j'ai une idée de business, etc. Est-ce que vous voulez investir? Donc le mec va voir qu'il y a l'humain, il y a le matériel, il y a le cela pour avoir 8% de rendement. Il investit en Bitcoin, il prend peut-être 15%, tu vois, 20% à l'année. Donc les gens vont se diriger un peu plus à chaque fois vers le Bitcoin, ce qui va fausser l'écart entre le Bitcoin et les start-upers, etc. C'est possible. Moi, je pense que le Bitcoin est le meilleur investissement, tu vois, Ouais. entre tous. Entre investir dans des boîtes, entre investir en immobilier. Je dis vraiment Bitcoin, pas les altcoins, parce que pour moi, les altcoins, c'est de la merde pour l'investissement, tu vois. Tu m'aurais dit, tu préfères investir dans des LCD ou dans les altcoins, je t'aurais dit les LCD. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais comme tu m'as dit Bitcoin, voilà. Parce que les autres altcoins, même si... Alors, voilà, on a dit Bitcoin, t'en as 21 millions, etc. Les autres altcoins, alors t'en as qui sont en illimité. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas, tu vois, c'est un peu comme l'argent et la monnaie qu'on a aujourd'hui. Voilà, des euros, t'en as en illimité. Aujourd'hui, la Banque centrale, elle va elle en recrée, etc. Donc là, t'as pas de rareté sur l'euro, t'as pas de rareté sur le dollar, etc. T'as beaucoup d'altcoins qui sont comme ça. T'as d'autres altcoins qui sont limités, mais qui n'ont pas en fait cet effet... qui n'ont pas cet effet sur Bitcoin parce que, en fait, à tout moment, les dirigeants, eux, peuvent prendre des décisions de se dire ah bah finalement, dans 5 ans, on va en rajouter. Ah bah finalement, on va en supprimer, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Bitcoin, c'est mort. C'est définitif. Ça sera 21 millions. Personne ne peut rien y faire, tu vois. Personne ne peut rien y faire. Et À l'heure actuelle, t'as un Bitcoin entier ou pas? Joker. Joker, ok. D'accord. Ok. Donc, tu dois recommencer à zéro demain, Ouais. avec 20 000 euros de capital. Tu achètes un studio à la campagne et tu fais de la LCD avec tes bras et ton temps, ou tu montes une stratégie crypto avec stacking, farming et un peu de dessert. 20 000 euros? Ouais. 20 000 euros. Répète depuis le début. Alors, tu dois recommencer à zéro Ouais. avec 20 000 euros de capital. Ouais. Tu achètes un studio à la campagne et tu fais de la LCD, Ouais. ou tu montes une stratégie crypto avec stacking, farming et un peu de dessert. Non, je dirais la première. Je dirais la première parce que j'aime pas le stacking. En fait, maintenant, moi, en crypto, je veux rien. Quand tu fais du stacking, tu bloques de l'argent sur les plateformes. Ouais. Et ça, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, du coup, quand c'est du très court terme, à la limite, pourquoi pas. Mais en fait, je trouve que la crypto, c'est déjà suffisamment de volatilité et suffisamment de rendement. Tu peux évidemment optimiser, mais moi, je suis pas fan de bloquer de l'argent quelque part, tu vois. Donc, tu vas me dire, oui, mais avec ton appartement, tu vas bloquer de l'argent quelque part. Oui, mais indirectement, tu as les rendements en LCD où tu as quand même des rentes qui vont rentrer tous les mois, tu vois. Donc, indirectement, moi, avec ces 20 000, j'aurais acheté un appart à la campagne ou dans un pays en voie de développement, tu vois. En Thaïlande, tu as des zones, tu peux trouver des appartements à ce prix-là. Alors, peut-être pas 20 000, peut-être 30 000, tu vois. Donc, moi, je pense que j'aurais acheté un appartement. Je ferais de la LCD. Et mes revenus en LCD, je les injecterais en Bitcoin. Voilà ce que j'aurais fait. Et du coup, ça me fait mon DCA, Ouais. tu vois. Parce que, du coup, j'ai des revenus mensuels qui tombent avec la LCD. Et donc, du coup, je peux injecter tous les mois sur Bitcoin. Parfait. Donc là, on a fini la petite partie quiz, donc merci. Ok, de rien. Donc pour quelqu'un qui débute avec un budget de 30 000 euros, tu lui recommandes de quoi aujourd'hui à peu près? Enfin, NCD, crypto, qu'est-ce que tu lui recommandes? Alors moi, avec un budget de 30 000 euros, je lui dirais, trouve une offre, enfin, trouve un bien immobilier, mais tu mets pas ton apport. Ou tu mets vraiment que le minimum du minimum. Donc, moi, je partirais sur la stratégie des immeubles, parce que comme je te disais, au niveau du risque,
c'est moins risqué un immeuble avec plusieurs appartements qu'un seul appartement dans une grande ville. Après, en LCD, effectivement, c'est mieux les grandes villes parce que, voilà, entre guillemets, tu loues plus facilement, tu vois, peut-être que dans des petites campagnes. Mais en même temps, si tu as une bonne stratégie en LCD où tu arrives à faire un appartement à thème sans forcément partir sur une love room, tu vois, mais sur un appartement un peu à thème, stylé, tu vois, je sais qu'il y en a qui font Harry Potter. Bon, après, je sais pas si légalement ils ont le droit de le faire parce que je crois qu'il faut quand même des licences ou quoi. Mais tu vois, genre, si tu arrives à louer ou à créer un petit appartement dans une campagne avec effectivement un truc à thème, je pense que ça peut être sympa. Donc 30 000, moi j'irai voir ma banque, je trouverai un bien immobilier, un immeuble. Dans cet immeuble, je ferai au moins 1 voire 2 appartements en LCD et j'utiliserai le levier bancaire pour acheter l'immeuble en mettant le moins d'apport possible. Et une fois que j'ai acheté l'immeuble, voilà, s'il faut faire des petits travaux, je le mets pareil dans le crédit, etc. Et une fois que j'ai acheté cet immeuble, avec l'argent que j'ai en apport, je ferai mon DCA sur Bitcoin. Okay. Mais du coup, avant de faire mon DCA sur Bitcoin, j'utiliserai du coup la preuve de cette épargne, de cet apport, entre guillemets, pour aller voir la banque. Mais en fait, non, je ne mettrai pas l'apport. Je mettrai la preuve de ces 30 000 pour utiliser au maximum le levier bancaire auprès des banques et lever de la dette comme ça en mettant le moins d'apport possible et le reste DCA. Ok, parfait. Même en période de bull run. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un petit peu de Bitcoin dans son portefeuille. Hein. Même quand on soit en bull run. Je ne te dirais pas que je ferai un DCA, tu vois, mais je pense que sur 30 000, tu vois, genre... Voilà, 30 000, tu mets 3 000 en Bitcoin. Ouais. Je trouve que c'est pas déconnant, tu vois. Ça fait 10%. Voilà, c'est pas encore une fois le risque de ta vie, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment important. En vrai, même que, voilà, je parle pas des autres cryptos, hein, encore une fois, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir du Bitcoin dans son portefeuille, à minima. Donc sur 30 000, tu te dis, ok, moi j'ai quand même envie de faire l'investissement IMO. Bon, il y a le Bitcoin et tout, j'y crois, je pense que je vais m'y intéresser et tout ça. Voilà, moi j'aurais pris 3 000 et effectivement, même en bull run, j'aurais mis ces 3 000, j'aurais fait un petit DCA avec, tu vois. Ouais. Et les 27 000 autres, j'aurais fait la stratégie que je t'ai dit. Après, si on aurait été en bear market, ça aurait été peut-être pas 3 000. Ça aurait été peut-être un peu plus, tu vois, parce que du coup, il est pas cher, donc il faut en profiter. Mais ouais, moi, je pense que j'aurais fait ça. En vrai, 10%, je trouve que ça va, tu vois. Et là, par exemple, ton prochain point d'entrée, ce serait combien ? Sur Bitcoin ? Là, ouais, on est à 100, 100. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de fausser les gens et de les faire faux, tu vois. Toi. Moi, je suis rentrée là. En fait, hier, j'y étais pas, mais ce matin, je suis rentrée. Ah, t'es rentrée ? Ouais, parce que j'ai eu des confirmations haussières. En fait, si tu veux, t'as des zones de vente sur les graphiques. Et soit... Non, là, je te parle sur du DCA. Ah, sur du DCA, c'est maintenant. À combien t'aurais dit c'est un bon prix pour rentrer ? Là, pour moi, un bon prix pour rentrer, je pense que... Enfin, moi, j'ai des zones d'achat. Pour commencer un DCA, ça va de... Tu vas avoir peur, hein. 50. Je vais te dire, ça va... Alors, moi, mes zones, elles commencent à 74. Ouais. Et elles vont jusqu'à 27. Okay. Mes dernières zones d'achat, elles sont à 27. Je dis pas que le Bitcoin ira à 27, parce que c'est vraiment le bas de ma zone 27, tu vois. Donc, je dis pas que le Bitcoin ira jusqu'à 27. Mais c'est une hypothèse qui est plausible. Tu vois, pour moi, je vais pas te dire, ça m'étonnerait pas qu'il aille à 27. Je pense qu'il n'ira jamais à 27, pour être honnête. Je pense qu'il ira jamais à 27, mais ça m'étonnerait pas que le Bitcoin il retombe à 40, 44, peut-être 35. Je pense. Ouais, peut-être. Enfin, je te dis ça, mais peut-être, tu vois. Mais en tout cas, moi, je suis sûre qu'on retournera dans la zone des 74. Enfin, moi, de mon point de vue, alors peut-être que je peux me tromper, mais je pense effectivement qu'on retournera sous les 74. Et oui, entre 50 et 74, ça m'étonnerait pas du tout, tu vois. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, moi, ça m'étonnerait pas du tout. Mais pas là demain. Hein. Ouais. Pas là demain, mais en temps de crise ou autre. Mais tu me dis ça d'ici 1 an ou 2. Ouais. 2026. Ouais, 2026, fin 2026 peut-être. Tu vois. Ok. Et donc, tu la vois où l'opportunité crypto en 2025 ? C'est compliqué là. C'est compliqué parce que en fait, tout le monde va te dire fin d'année, etc. Moi, j'ai envie de te dire que là, investir en crypto maintenant, c'est très risqué. Donc en fait, là, pour moi, l'opportunité, elle est too late. Sauf pour ceux qui savent lire des graphes. Là, en gros, pour moi, tu rentres maintenant sur le marché, l'opportunité, c'est mort. C'est toi qu'on vient manger, tu vois. Ouais. Donc pour moi, 2025, là... Enfin, je vais pas te dire que... On ira peut-être retrouver un nouvel ATH. ATH, c'est un all-time high. Ouais. Donc on ira peut-être retrouver un nouvel ATH. 150, tu penses pas ? Non, moi, je pense... si on fait un nouvel ATH sur Bitcoin, moi, mes targets, c'est entre 119 et 135. Mais on n'ira pas... Pour moi, hein. Enfin... Je recadre, on ira un jour au 150. Ouais. Je suis persuadée qu'on ira un jour au 150. Mais même, franchement, j'ai envie de dire 1 million, tu vois. Est-ce que tu y crois vraiment ? Qu'on ira à 1 million ? Ouais. S'il n'y a pas de faille, quand je dis faille, c'est si le portefeuille de Satoshi Nakamoto ne bouge pas. Tu vois, parce qu'en fait, c'est ça, c'est aussi ça qui nous sécurise. S'il n'y a pas un hackage de la blockchain, pour l'instant, c'est impossible de la hacker, tu vois. Mais si un jour, il y a quelqu'un qui trouve le moyen de la hacker, s'il n'y a pas ce genre de scénario-là, pour moi, il ira à 1 million et il ira peut-être même bien au-dessus. Parce que je te dis, moi, je serais morte parce que le Bitcoin sera encore là, tu vois. Le Bitcoin, déjà, tous les halvings, normalement, alors c'est pas une science infuse stricte, mais le dernier halving de Bitcoin, ce sera en 2124.
Donc on sera plus là, tu vois. Et jusqu'en 2124, tu auras des halvings tous les 4 ans à peu près. Donc des fois, ça va être un peu plus court, peut-être un peu plus long, parce que en fait, les halvings, ça se fait en fonction du nombre de blocs minés. Donc oui, moi, je pense qu'un jour, il ira à 1 million, tu vois. Quand est-ce qu'il ira? Est-ce que ce sera dans 10 ans? Est-ce que ce sera dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense pas. Honnêtement, 5 ans, je pense pas, tu vois. Est-ce que ce sera dans 10 ans? Est-ce que ce sera dans 20 ans? Je sais pas, tu vois. Mais ouais, moi, encore une fois, s'il n'y a pas de bug, je pense qu'il ira. Donc c'est pour ça que, bon, toi, tu vas me dire, oui, mais alors du coup, le DCA maintenant, c'est optimisé. Mais j'ai envie de te dire, oui, bah d'accord, si tu veux, tu vois, tu peux faire un DCA maintenant. Mais bon, moi, ça me fait chier de faire un DCA maintenant, alors que je me dis, d'ici 1 ou 2 ans, il va retourner au 75, tu vois. Donc je préfère me dire, bah là, la trésor que j'ai, bah en fait, si tu as déjà fait un DCA, déjà commencé ton DCA depuis longtemps, moi, je me dis, là, la trésor que j'ai, je la mets de côté, ou je la mets en stable, et je la ferai en bear market. Mais là, on n'est pas en bear market, tu vois. Donc en fait, ça veut dire que c'est moins optimisé, c'est ce que je te disais. Il y a des gens qui vont dire, ouais, DCA, c'est la meilleure stratégie. Oui, c'est la meilleure stratégie pour les débutants, pour ceux qui connaissent rien, qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Maintenant, en termes de rendement, moi, je préfère un DCA optimisé, et du coup, faire le DCA quand le prix chute, et rentrer après, tu vois. Et c'est quoi ta fréquence, justement, quand je fais un DCA, moi, c'est tous les mois. Tous les mois? Ouais, c'est tous les mois, mais par contre, je fais pas le premier du mois. Parce que moi, ce que j'ai reparlé justement au dernier bear market, c'est que tous les débutants qui rentrent au début du mois quand ils ont la paye, et bizarrement, on se prend toujours une correction juste après. Donc en fait, moi, j'attends la correction pour manger les débutants, parce qu'en fait, les gens, ils mettent de l'argent, ils disent, oh non, merde, ça baisse et tout, non, tu vois. Et donc du coup, mais ils font quand même leur DCA comme ça en début de mois à chaque fois. Donc moi, je le fais vers le 10 ou... Ouais, je le fais en général il y a toujours cette petite correction là, donc en fait j'attends cette correction et je rentre. En fait, t'as toujours une mini correction dans le mois, tu vois. Donc moi j'attends la mini correction du mois et là je fais touf, allez. Ok, putain, ça chèque. Ouais. Bah tu regarderas sur le site. Mais tu vois, bah ça encore une fois, pour moi c'est un DCA optimisé au lieu de le faire en début de mois comme tout le monde. Parce qu'en fait les gens ils se disent ouais, j'ai eu ma paye, je fais mon DCA. Et en fait, tu peux attendre une petite baisse, tu vois, c'est pas grave. Bah écoute, alors les projets futurs, on sait que tu dois partir en Thaïlande. Autre chose? Investir en immobilier en Thaïlande. Et du coup, effectivement, alors déjà, je vais investir en immobilier en Thaïlande déjà pour ma résidence principale. J'aimerais bien faire un deuxième investissement justement pour de la LCD, en sachant qu'en Thaïlande, pour faire de la LCD avec des appartements, tous les appartements, tu ne peux pas le faire. Tu n'y as pas le droit. En fait, normalement, la location courte durée, c'est réservé pour les villas et les hôtels. Donc, tu as certains immeubles, encore une fois, où c'est réglementé, certains immeubles qui sont considérés comme tourisme, hôtelier, tu vois, où là, effectivement, si tu achètes des appartements dans ces immeubles-là, tu peux les louer en LCD en Thaïlande, mais sinon, tu n'as pas le droit. Il y en a qui le font quand même, hein, mais moi, tu sais que je t'ai dit chez Carré, je ne sors pas des règles, donc moi, je ferai les choses proprement, donc j'aimerais bien faire ça, déjà. Puis après, ça va être déjà un gros changement de vie. J'ai le lancement de mon podcast, moi aussi, que je vais lancer d'ici début juillet. Et puis après, commencer à me rapproprier une vie à l'étranger, apprendre une nouvelle langue. Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Bah écoute, on te souhaite tout le bonheur du monde. Bah, je te remercie. Et peut-être à une prochaine fois. Hein. Et ben, quand le Bitcoin sera peut-être à 1 million. Et pourquoi pas, on ressortira des extraits et on se dira, j'espère en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, qu'il n'y aura pas de faille, mais normalement, d'ici 10 ans, 20 ans, on verra. C'est parfait. Allez. Bah écoute, merci Clémence et puis à bientôt. À bientôt. Ciao.